Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on analyse, on résume, on critique les émissions de la WWE. On parle catch pendant une petite heure. Et aujourd'hui, c'est une émission historique puisqu'on va faire la review du plus grand show de tous les temps. WrestleMania 36, le WrestleMania qui est trop gros pour une nuit, le WrestleMania qui a guichet fermé, le WrestleMania qui a huis clos, le WrestleMania qui a le Covid. Pour m'accompagner, l'amiral Arba. Comment ça va, amiral ? Salut Ring, c'est tout le monde. Écoute, ça va plutôt pas mal. Après la gueule de bois de ce première nuit de WrestleMania. C'est ça. Il fallait digérer cette belle nuit qu'on a passée ensemble sur le Discord. Tout à fait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord cette nuit. On fait un petit live. Enfin, on se regarde ça entre amis, entre potos, on discute. C'est ça, voilà, on a un channel vocal ouvert à tout le monde, The Bar, donc vous pouvez nous rejoindre pour nous écouter ou pour participer. On était 8, 9, 10 hier, c'était plutôt cool, encore merci à ceux qui sont passés. Ça aide à faire passer la pilule, comme on dit. C'est ça, du coup on a passé un plutôt bon moment. Pour nous accompagner également, Raphaël. Oui, coucou, bonjour. Alors moi j'ai dormi cette nuit, donc je l'ai regardé au petit matin. Effectivement, c'est vrai qu'on peut souligner que pour ce WrestleMania, il n'y avait pas une place disponible dans l'arène, donc ils ont vraiment carton plein pour la WWE. C'est ça, beau succès. Mm-hmm. Et on a encore un intervenant parce qu'on est 4 aujourd'hui. C'est un Fatal 4-Way formidable. C'est ça, exactement. Big up! Big up. Tonton Chris, comment ça va, tonton? Yeah! Salut Ringside, salut l'amiral, salut Raphaël, salut peuple de catch-up, bordel! Voilà, il a la pêche. Il est vaillant. Ouais. Voilà. Bon, il y a eu... Parler de Fatal 4-Way, il y a eu des accusations graves quand même qui ont été portées. Il paraît que t'as pissé dans le verre à dents de Sting pendant la nuit. Ah, putain, mais à l'EHPAD, j'ai une réputation, je vous dis pas, quoi. Et plus personne m'adresse la parole depuis 3 semaines. Parce que ça, c'est les les masques, dans son verre à dents. Voilà, et puis bon, j'ai été fumé un peu de mexicaine dans le ventilateur de Ric Flair. Là, il a pas besoin de ça. Donc voilà, l'infirmière en chef, Madame Braquette, voilà quoi, a piqué une crise et depuis je suis enfermé dans ma chambre et menotté à mon lit. Tiens, bah d'accord. Droit de stipu. Mais bon, ok, soit. On les connaît, ces infirmières. Voilà, bon, WrestleMania, comme vous savez, Covid-19, c'est interdit au public, donc on va être dans une arène complètement fermée, au Performance Center. Ah ben on est plus nombreux dans cette analyse qu'il y avait de public. C'est ça. Alors avec une carte qui a subi quand même pas mal de changements. Alors, on va faire la liste des matchs vite fait parce que on a eu arrivé nulle part en kick-off Cesaro contre Drew Gulak. Alexa Bliss, Nikki Cross qui se battent pour les ceintures tag team féminines contre les Kabuki Warriors, ça c'était prévu. Elias Elias King Corbin, ça c'était prévu aussi. Becky Lynch affronte Shayna Baszler pour le titre féminin de Raw, ça c'est toujours prévu. Sami Zayn et ses acolytes Shinsuke Nakamura. Les alcooliques. Non, ça c'était nous, Ringside, les acolytes. Ah oui, pardon. Nous, c'est les artistes collectifs, tu vois. C'est ça, l'artiste collective. Contre Daniel Bryan, toujours accompagné de Drew Gulak, pour le titre intercontinental. Ça, c'était prévu, mais il y avait de grosses rumeurs qui disaient que Daniel Bryan était malade et qu'il n'avait pas pu venir. Et ben, c'était pas vrai. Il était là ce soir. Alors, on a un truc marrant. Le ladder match pour le titre tag team. Sans tag team, c'est un triple frite. John Morrison contre Kofi Kingston contre Jimmy Uso. Pourquoi ? Parce que le Miz est malade. Et le Miz, comme un con, il est malade, mais il vient au boulot. Et du coup, comme il est contagieux, et ben les mecs à risque, ils sont barrés. Et le plus important, c'est que c'est bien Roman Reigns qui est rentré à la maison. Parce que quand même, il est un petit peu cancéreux, Roman Reigns, à la base. Donc, il est un petit peu personne à risque pour ce Covid-19. Donc, ni une ni deux, quand il a appris que le Miz était malade, il a pris ses bagages, il est rentré à la maison. Ils ont renvoyé le Miz à la maison aussi. On a Dana Brooke aussi qui est malade, et Murphy.
Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on a Braun Strowman qui devient le challenger numéro 1 pour affronter Goldberg, sans autre explication. Il sera pas mentionné de la soirée, hein, Roman Reigns. Si, il fait de la pub pour Toyota. Il fait de la pub pour Toyota, ça c'est vrai. Pour Hyundai, pardon, excusez-moi. Hyundai. Ah oui, faut citer toutes les marques parce que sinon il y a le CSA qui va nous tomber dessus. Mais bon, comme on s'en fout. Donc voilà, le championnat de l'univers, ce sera Goldberg, Braun Strowman cette fois-ci. On n'a pas plus d'explications. Kevin Owens affrontera Seth Rollins et l'Undertaker affronte AJ Styles dans le Boneyard match. Sans vous spoiler, ce sera le main event de la soirée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme news ? On a fait c'est la carte. Hein. C'est la carte. Alors, on va attaquer le kick-off, hein, qu'on était content d'avoir parce que c'était une surprise. Donc Cesaro affronte Drew Gulak dans un match simple de 4 minutes 25. Ça se bat au sol un petit peu et puis finalement Cesaro il attrape Gulak, il le fait tourner comme un hélicoptère sans les mains, il le fait tomber et puis une fois au sol, il fait le tomber et c'est la victoire de Cesaro 1-2-3, assez expéditive. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce kick-off ? Je vais donner la parole à Tonton qui est bien malheureux dans son EHPAD. Bien. Vous avez votre premier Lexomil à prendre, là, tout va bien. Vous avez votre verre d'eau, votre boîte de médicaments. Ah, vous êtes sous en fait. Ah, voilà, ça c'est parfait. Alors là, bon, on peut mettre le fire alors. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette première bouse ? Ah bah ça y est, je viens de répondre. Voilà, écoutez, j'en ai rien pensé, c'était nul. Cesaro a gagné, tant mieux pour lui. Pauvre Cesaro, j'adore son t-shirt, je t'aime Cesaro, continue comme ça, c'est bien. Amiral. Écoute, de toute façon, les matchs de pré-show, généralement, c'est jamais transcendant. Hein, donc là, pareil, au moins, ça avait le bon goût d'être court. C'est peut-être la première victoire de Cesaro en 1 contre 1 en single match à WrestleMania. Big up à lui. Après, rien de spécial, si ce n'est le finish. Alors, c'est pas un hélicoptère. Lui, il appelle ça le UFO. Donc, un espèce d'ovni, hein, un objet volant non identifié. C'est le UFO. Et a priori, c'est une prise qui visait sur le circuit Indy. Et voilà, ça faisait à peu près 10 ans qu'il l'avait pas fait, et là il est assez content de pouvoir le présenter à la WWE. Alors peut-être c'est son nouveau finisher, qui sait. Voilà, je trouvais c'est un peu c'était rigolo quoi de le voir faire cette prise, les mains dans les poches limite. C'était fun. Bon voilà, après encore une fois un match de pré-show sans build-up réel. On sait pas trop ce que c'est cette faction avec Nakamura, Zayn et Cesaro. Ok. Rien de spécifique, mais le petite séquence de finish, je trouvais un peu assez rigolo, hein, cette prise qu'on va certainement revoir, et ça je suis sûr que Vince va adorer. C'est le genre de truc qui le fait péter de rire, visiblement, entre ça et l'épée justement. Donc je préfère qu'il gagne en faisant une prise un peu rigolote, plutôt qu'il donne la gimmick de serial petter de Natalia à Cesaro. Il n'a pas besoin de ça, le Suisse italien, donc non. Ok. Et toi, Raph, les trucs qui tournent, ça t'a plu ? Oui, comme l'ont décrit c'est Amiral, il y a pas grand-chose à se relever de ce très court pré-show, mais j'ai quand même été très surpris qu'il donne la victoire à Cesaro, parce que ça m'apparaissait quand même plutôt Gulak qui était en bonne période, et Cesaro a tellement l'habitude de jobber pour les copains que je suis plutôt content pour lui. Et j'ai bien aimé ce finisher, surtout que moi le neutralizer, j'ai toujours trouvé que c'était un peu pourri, que ça lui collait pas bien, donc si c'est ça qui va nous faire rêver. En plus il aime bien tourner Cesaro, puisqu'il fait toujours tourner ses adversaires là. Donc continuons, la roue va tourner pour lui, c'est sûr. Voilà, victoire de Cesaro sur Drew Gulak. C'est comme ça qu'on termine à push, hein, pour un nouveau venu à la WWE sur une bonne défaite. On remarquera qu'ils ont fait aucun effort au niveau du décor. Non. Clairement. Hein, c'est la première grosse déception. Ouais, il y avait juste un truc, il y avait juste une structure avec le logo de WrestleMania qui était fait en plexiglas et peinture. Ouais. C'est juste ça, quoi. Il y avait rien. On pouvait se dire, ok, peut-être qu'ils vont mettre des gros coffres à trésors avec de l'or, des voiles de bateaux pirates, des sabres, etc. Ils avaient juste mis des images sur les gros écrans là du Performance Center et c'est tout. Vraiment budget minimum en termes de déco.
Et ça, effectivement, c'était vraiment décevant. De manière générale, de toute manière, moi, je critique depuis l'avènement des écrans à LED partout. Je joue la WWE, je déplore les époques où on avait des décors en vrai, en dur, en volume. Et c'est vrai que la WrestleMania, c'est cheap. Alors, on s'imagine très bien que si ça avait été dans les conditions normales, on aurait eu un set avec un bateau pirate, voire plusieurs. Enfin, je pense qu'ils auraient mis le paquet. Ça, c'est sûr. Et c'est dommage que on n'ait pas eu au moins des petits lots de consolation. Parce que j'imagine que les trucs qu'ils allaient construire, ils allaient pas les construire genre une semaine avant le show, quoi. Donc il y a déjà du matos qui a dû être construit quelque part. Peut-être que je suis naïf, mais ouais, voilà. Donc ils auraient pu mettre quelques trucs, quoi. Je sais pas. Ah mais ouais, mais il n'y a pas eu un mec dans la team décor qui s'est dit mais putain, mais il faut qu'on fasse tout péter dans la salle avec des trucs de fou, quoi, un décor cinéma, un truc de dingo, quoi, même quitte à mettre des images numériques, à mettre des hologrammes, à mettre putain, mais c'est pas possible, je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas un mec qui n'ait pas dit dans le brainstorming d'avant enregistrement, bon les gars, il faut au moins que la salle elle ressemble à quelque chose, quoi. Ouais, c'était une grosse déception pour démarrer le show déjà. Ouais. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pousser un peu plus les lights, je crois. Il y avait un peu plus de lumière, de laser d'habitude, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont allumé tous les lasers. Ouais. Ils ressemblent à rien. Yeah. Mettez-moi plus de lasers. Bon, après le kick-off, on rentre dans le vrai show des shows, le Grand Daddy of them all. Alors il y a d'abord un montage vidéo plutôt bien foutu quand même. Donc, ça il sait faire. Cette esthétique pirate là, avec un petit jeu sur la vidéo, on fait d'avant en arrière, on fait sauter les trucs un petit peu, plutôt réussi. On était plutôt bien hypé. Et puis après c'est Stephanie McMahon qui nous accueille devant un petit écran. Elle s'excuse même pas. Elle est là pour nous dire qu'il tient bon jusqu'au bout, que c'est une victoire face à la maladie, etc., qui veut nous distraire à tout prix. Et puis on enchaîne avec l'arrivée du Gronk, Gronkowski, le footballeur célèbre, accompagné de son acolyte. Comment il s'appelle ce connard là ? Mojo Rawley, voilà. Et ils font les cons, ils sont contents, ils nous promettent qu'on va s'amuser. On les reverra pas beaucoup, heureusement, à part faire les cons au balcon. Les cons sont au balcon. Alors, gros con. Avec qu'ils y restent au balcon, voilà. Voilà, qu'ils y restent. Et hors caméra si possible, merci. Voilà. Il avait un costume immonde, bleu. Dégueulasse comme ça. Ouais, puis des espèces de lunettes cheloues. On aurait dit qu'ils appliquaient à Kushida, tu vois. Enfin. Ouais, des lunettes de ski. J'avais envie de lui tirer des rafales de Uzi, quoi. C'était un peu le sentiment général. Et on démarre le show avec la défense du titre tag team. Féminin, ouais. Il n'y a pas de tag team masculine aujourd'hui. Alexa Bliss et Nikki Cross affrontent les championnes, les Kabuki Warriors. 15 minutes 05 de match où c'est très équilibré. D'un côté, c'est Alexa Bliss qui commence à amener un petit peu la danse, après Asuka, après Kairi Sen. Chacune va avoir l'occasion de briller en sortant son moveset. On va avoir des crossbody de Nikki Cross, Alexa Bliss qui fait son comment ça s'appelle, son moment of bliss, non, son twist of bliss, son twist of bliss, je sais pas quoi, du haut du coin du ring là, les descentes du coude de Kairi Sen, Asuka et c'est Asuka Lock, des coups de pied, des machins, c'est assez stiff. On voit à l'extérieur du ring, Nikki Cross elle va sauter depuis le tablier du ring pour faire son crossbody. Ça va se terminer sur une victoire des gentils. Alexa Bliss qui réussit le twist of bliss sur les jambes de Kairi Sen pour la victoire. Après donc un bon quart d'heure de match où elles ont quand même harangué une foule qui n'était pas là. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mon bon Raph ? Toi qui es fan d'Alexa Bliss ? Oui, écoute, alors voilà, moi je mets de côté tout le marasme de l'absence de public. Enfin, c'est évidemment des circonstances très spéciales et un peu cafardeuses. Évidemment, on va pas se le cacher. En plus, comme vous l'avez souligné, ils auraient pu faire vraiment un décor pour qu'on se sente un peu à la maison dans une ambiance sympa.
Bon, alors concentrons-nous purement sur le catch. J'essaye de voir le contenu du match, qui n'était pas un mauvais match, qui était plutôt long effectivement pour ces deux équipes. On a vu pas mal de sportivement, c'était sympa, c'est allé assez vite, il y avait du rythme. La grande différence avec du catch habituel, c'est qu'on entend beaucoup les trash talk, et ça, je trouve que tout au long du show, ça a été plutôt pas mal utilisé par certains. Se sont pas mal foutus de la gueule les unes des autres. Bon, voilà, j'ai pas trouvé ça trop mal comme opener en soi. Évidemment, bon, ça aurait été autre chose d'avoir cette prise de titre devant 80 000 personnes. Mais le résultat était celui qu'on avait pronostiqué, hein, Chris, de mémoire. Donc j'étais plutôt content de ce qui s'est passé. Non, du résultat. Ah non, pardon. Non, moi j'avais pronostiqué les Kabuki Warriors, donc voilà. Donc j'ai la parole du coup, donc j'ai la parole. Que dire le botch sur le finisher, ça fait toujours plaisir de voir que les traditions sont respectées. Voilà, parce que c'était quand même Botchamania style. Que dire de ce match? Que dire pas grand chose. Surtout ils auraient pu... 15 minutes. Vas-y, Amiral, vas-y. Juste pour dire par rapport au badge que tu évoques, ils auraient pu le retourner, quoi, vu que c'est pas en live. Pourquoi tu retournes pas juste la dernière séquence du finish? Bah oui, voilà, l'intelligence vient de parler, merci. Ouais, un nouveau scandale dans la soirée. Ce finish. Voilà. Ouais, c'est incompréhensible ça. Comment un show enregistré peut-il se permettre de laisser un truc pareil? Voilà, je ne comprendrais pas, j'en revenais pas d'ailleurs quoi. Quand j'ai dit mais c'est pas possible. Non seulement les mecs de la team décor sont des billes, mais en plus les mecs du montage sont des neuneux. Donc là ce soir ça va être une soirée très très longue. Reprenez un Lexomil peuple de ketchup. Et les autres les chroniqueurs reprenaient une en fête. Surtout moi j'avais vu dès que j'ai vu arriver les catcheuses, j'ai su quel serait le résultat puisqu'il y avait deux signes qui tombaient pas. Le premier, c'est Kairi Sane faisait franchement la tronche. Alors déjà, elle devait être blasée parce qu'elle devait se dire, ok, cette année WrestleMania Theme Pirate, c'est mon année. Je vais débarquer avec des costumes, des machins. Là, on lui fait, bah non, tu vas être au Performance Center devant personne. Donc elle fait la gueule. En plus, on lui dit, tu vas perdre les ceintures. Doublement la gueule. Ça se lisait sur sa tronche. Et ensuite débarque Alexa Bliss et Nikki Cross qui avaient des tenues qui étaient assorties. Et ça, quand t'es challenger à un titre par équipe et que tu as des tenues assorties pour la première fois, là spécialement pour un match pareil pour la ceinture, généralement bah tu les gagnes. Et bah ça n'a pas trompé. Voilà, j'avais vraiment le sentiment que c'était sûr qu'elles allaient gagner quoi. Sinon lors de ça, bon le match, j'ai rien dire de plus. J'espère juste que ça va donner l'opportunité à Asuka de repartir un peu en single. Même si c'est pas désagréable les Kabuki Warriors et qu'elles sont un peu divertissantes à trash talker tout le monde en japonais, même si on comprend rien, c'est plutôt bien foutu, ça marche je trouve, mais j'aimerais bien revoir Asuka partir en solo, chercher un titre, pourquoi pas une rivalité avec Kairi Sane d'ailleurs, et nous donner une petite série de matchs bien sympa. Mais là faut renouveler la scène tag team féminine quoi, parce qu'entre Bliss et Nikki Cross et les Kabuki Warriors on tourne en boucle, donc il faut de nouvelles équipes absolument pour donner un peu d'intérêt à ces ceintures, sinon vraiment ça va finir dans les limbes de la WWE. Elles sont où les Iconics? Elles sont blessées Elles sont décédées. Non, en vrai, il y a une raison. Non, il n'y a aucune raison. D'accord. Ils n'ont pas envie de les utiliser, je pense, à l'heure actuelle. Elles sont mises de côté, comme on dit. Un peu comme le Revival. Ouais, enfin, le Revival, il se casse, hein. C'est sûr. Hein. Mais il n'y a pas une des deux Iconics qui est casée avec... Si, elle est mariée avec Sean Spears, l'ex-Teddy Ninja de la All Elite Wrestling. Bon, après, j'ai pas vu de news concernant peut-être le fait qu'elle se casse dans une crèmerie, alors que les Revival, c'est quasiment assuré. Il y en a un des deux, son contrat arrive à sa fin maintenant. Et l'autre, comme il a été blessé, ça va être plutôt vers juin. Mais voilà, c'est a priori, sauf grosse surprise, les Revival, ils sont out of the door. Ouais. Ah, ils auront l'occasion de briller à la All Elite Wrestling, là où porte plus haut la division tag team. Pas comme à la WWE où on fait des triples frites pour les championnats tag team. Je crois que c'est la première fois de l'histoire, ça. Ouais, il y a des chances. Même sûr. Hein. Bon, on va enchaîner parce que il y a du lourd après. Ah bah oui, tiens.
Elias, l'exomilari, de plus. Voilà. Alors là, on est déjà pas bien après le premier match. Mais on a donc Elias qui va affronter King Corbin. Alors, le parent de Corbin, il met à peu près un quart d'heure à arriver au ring. Heureusement, quand Elias arrive, il a la bonne idée de se jeter sur lui. Et ça commence à se foutre sur la gueule un peu façon drôle. Elias explose la guitare en bon face, en bon babyface sur le dos de Corbin. Là, le match démarre seulement. Elias ramène le Corbin dans le ring, fait sonner la cloche. C'est parti, on se fout sur la gueule. Elias va se manger le poteau une fois. Il va se manger le poteau une deuxième fois, dans l'épaule directement. King Corbin va commencer à dominer le match. Et puis finalement, Elias va réussir à esquiver Corbin, qui va à son tour, se manger le poteau. Et Elias va porter un petit paquet en tenant le slip, comme un bon babyface. 1, 2, 3, victoire de Elias au bout de 9 minutes de match. Et peut-être la fin de notre calvaire. Je ne sais pas, Amiral. Ah, franchement, moi, ce match ne m'intéressait pas. J'en ai vraiment rien à foutre de Elias. J'arrive pas à accrocher du tout à son personnage ni à ce qu'il nous propose dans le ring. King Corbin fait bien le job en tant que mid-carder heel, mais voilà, il déclenche rien, quoi. C'est même pas un lead que je trouve cool ou intéressant. Donc vraiment, il est là pour faire le méchant bas étage. Bon, très bien, tout ça, c'est pour mettre over Elias, parce que mine de rien, c'est quand même une grosse victoire pour lui. Corbin, il a feudé pendant des mois contre Roman Reigns. Maintenant, il concède la victoire à Elias, mais comme d'habitude, par roll-up. Le roll-up, c'est un peu les kryptonites de Baron Corbin. Je le disais d'ailleurs pendant le live sur le chat Discord. Voilà, si tu veux battre Corbin, t'emmerdes pas à faire un crossroad ou quoi que ce soit, tu fais juste un roll-up et ça passe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est un gimmick fort de Corbin. Je sais pas quoi. Il doit y avoir une private joke à ce sujet, j'en sais rien. Mais voilà, non, franchement, ce match, absolument inintéressant, quoi. Ouais. Bref. Oui, un peu pareil. Corbin, moi je l'aime pas du tout, je n'ai jamais été trop fan. Michael Cole au commentaire qui était avec JBL a dit il y a un petit peu du JBL dans ce Baron Corbin, et oui, c'est un peu ça. C'est les deux heels que j'ai jamais trop blairé en 10 ans de catch. En plus, ouais, il a une gimmick de gros débile quand même. Enfin, ce que t'as pas décrit, c'est qu'il perd parce qu'il tente lui-même un tombé, ça fait 2 et il engueule l'arbitre féminine ouais, voilà, il est très con, quoi. Il s'est beaucoup engueulé avec l'arbitre féminin. Ouais, et j'aimais beaucoup d'ailleurs l'arbitre qui a engueulé Corbin comme une maîtresse engueule ses élèves, quoi. C'était vraiment, elle était genre, ouais, qu'est-ce que tu fais, Corbin? Tu mets les pieds, machin, arrête ça de suite. Vraiment, c'était. J'ai trouvé assez drôle l'arbitre comment s'adresser à Corbin qui est dans son rôle de roi. Ça, c'est peut-être le comic relief du match qui m'a fait sourire 1 ou 2 fois. Ouais, mais à part ça, je pense que Chris va être dans l'exomile à fond parce que ça a complètement rempli nos attentes, c'est-à-dire du néant total catchesque pour cette performance-là. Donc, je passe la parole. C'était le vide intersidéral. Voilà, j'étais dans Interstellar, quoi. Là, ça y est, là, j'étais rentré dans Interstellar, j'avais mis ma combi, j'avais mis mon casque et voilà, c'était parti, quoi. Voilà, le seul moment qui m'aura arraché un demi-sourire, un demi-quart, tiers de sourire, ça aura été quand Corbin a trash-talké l'arbitre. Voilà, j'ai rien à dire de plus là-dessus, quoi. C'était une bouse. Bon, j'avais donné la victoire pour Corbin, c'est Elias qui a gagné avec un petit paquet. Oui. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, mes bons amis, quoi. Voilà, donc ça, toi, c'était. T'as adoré, toi, Ringside? Moi, je suis un grand fan de Elias et de King Corbin. Non, je peux plus les blairer, les deux là, c'est fini. On les a vendus autant que j'ai pu. Surtout que j'ai vu. Ils ont repassé les WrestleMania là. J'ai vu la victoire de Corbin à la Battle Royale. Il était hyper populaire et sa façon d'être dans le ring, il était beaucoup plus intéressant qu'il est maintenant. En fait, le mec, plus ça va, plus il est mauvais, quoi. Donc voilà, ras la casquette. Et puis franchement, les mettre l'un contre l'autre, c'est la pire idée du monde. Et puis ça n'a pas loupé. On a eu un match qui était complètement sans intérêt. En fait, quand tu regardes en plus leur gimmick là, Elias qui s'ajoute Mega Power, une espèce de fusion de Randy Savage, Macho Man et de Hulk Hogan versus Corbin qui est en mauvais cosplay de Game of Thrones, j'ai l'impression de revoir des espèces de matchs des années 80 où t'avais le plombier contre le pompier, quoi.
C'était. C'est un gars. Moi, c'est le casque que j'aime pas, ça, tu vois. C'est vraiment aucune personnalité, vraiment. Ouais, non, mais ils sont surexposés depuis trop longtemps, les deux là. Elias, il a un petit intérêt à faire le con avec sa guitare, voilà, c'était rigolo, mais c'est pas de là à lui donner autant de temps d'antenne. Pareil pour Corbin, d'accord, les gens le détestent, mais c'est pas, il fait réagir la foule, mais ça suffit pas pour que ce soit intéressant à regarder. Elias a même pas chanté. Non. Je veux dire, t'as un show où t'as pas de public, où tu dois tourner un maximum de trucs un peu original. Pourquoi ils ont pas fait un putain de clip? Tourner une sorte de clip, même de 40 secondes d'Elias, et non. Encore une fois, dans la rue, occasion manquée. Il avait déjà fait ça. Faire un truc, voilà, vraiment cool. Et puis pourquoi pas faire, pour que dans ce match-là, justement, tu faisais chanter Elias, machin, et puis tu faisais Corbin qui provoquait une baston en dehors du ring, voire même backstage, quoi. Ouais, carrément. Et puis tu les faisais régler le problème sans même de victoire, d'ailleurs. Tu déclarais un no contest, voilà, il fracassait tout dans la gorilla position ou dans la salle de gym, et puis on n'en parlait plus, quoi, voilà. Parce il y a quand même eu une petite promo avant de King Corbin qui a fait de l'harmonica, là, qui a poussé une chanson complètement pourrie. Il a pas assez de talent pour faire ça, c'était nul, on a déjà tous oublié, hein, mais on a dû le supporter quand même. Je m'en rappelais même plus. Bah oui, on oublie les choses trop violentes. Il y a pas mal de séquences backstage où les catcheurs se font interviewer, mais il y a rien d'intéressant. Non. J'en parlerai pas plus que ça. Alors déjà, on est bien chaud là à ce moment-là, et on enchaîne sur le quatrième match de la soirée. Et ils ont eu la bonne idée de nous mettre le championnat féminin d'Euro à ce moment-là dans la carte. Donc Becky Lynch arrive avec son gros camion. Hein, je vous rappelle qu'elle a un gros camion, Becky Lynch. Ouais, Qu'elle laisse à l'extérieur toute lumière allumée, hein, d'ailleurs, bravo. C'est pas écolo du tout, ça. Hein. Elle descend de son camion, elle laisse tout allumé, hein, rien à foutre. Ah ouais. Et finalement, c'est Shayna Baszler qui arrive dans le ring. Et c'est ensuite Becky Lynch seulement qui arrive. Donc on vous rappelle que Shayna Baszler, elle a mordu au cou Becky Lynch lors de son arrivée à Monday Night Raw. Elle a attaqué par derrière. Becky Lynch s'est vengée lors d'une interview de Shayna Baszler à coups de chaise. Mais ce soir, on va régler les comptes. Shayna Baszler, l'ancienne championne d'NXT, l'ancienne, comment on appelle ça, combattante de l'UFC, qui fait partie de la bande à Ronda Rousey. Elle va lancer son shoot wrestling contre Becky Lynch, qui va répondre depuis Bled. Un combat assez stiff, avec beaucoup de prises de soumission, mais un combat assez rapide de 8 minutes 30, qui voit la victoire de Becky Lynch, qui réussit à contrer le collier arrière, hein, la prise du sommeil de Shayna Baszler, en faisant un petit retourné comme ça, ce qui permet de lui plaquer les épaules au sol de Shayna sans qu'elle s'en rende compte, façon Kurt Angle un petit peu. Victoire de Becky Lynch, un peu victoire qui tombe à plat, j'ai envie de dire, un peu surprise, hein, on s'en rend même pas compte de la victoire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première grosse performance de Shayna Baszler, même si on l'a déjà vu en pay-per-view finalement, Shayna. Qui c'est qui a pas commencé? Tonton? Ou Raph peut-être? Non, on a fait le tour de tout le monde, hein. Tonton, vas-y. Ouais, ouais. C'est moi ou Becky Lynch, elle a traité Baszler de pute? C'est-à-dire, parce qu'il y a plein de bitch, slut. Non, mais il m'a semblé vraiment pute. Elle l'a vraiment traité de pute, quoi. En français dans le texte. Non, quand même, dans sa langue natale, quand même, quoi. Enfin bon, bref, c'est un épiphénomène. Même si elle a pas forcément tort en plus. Mais voilà, ceci dit, non, mais là, c'était de la méchanceté gratuite. Enfin, c'était voilà, quoi. Petit paquet, voilà, encore un match. Personne ne mettrait 50 balles pour Shayna Baszler. Ça y est, ça tombe. Ouais, voilà, bah écoute, comme tu l'as dit, 8 minutes, hein, 8 minutes de plaisir renouvelé. Voilà, les yeux, moi, ce qui m'aura marqué finalement, le seul truc que je retiendrai, moi, c'est les yeux de Becky à la fin. Voilà, pour moi, dans les yeux de Becky, il y avait tout. Il y avait, voilà, toute la tristesse et tout le désarroi qu'elle avait, que j'avais.
et que les gens normalement constitués ont eu pendant ce combat et pendant ce truc-là, ce soi-disant WrestleMania. On n'arrivera pas à te voir motivé là, Chris, je pense. Ah non, là ce soir, je suis désolé. Enfin, cet après-midi, mes bons amis, je suis véritablement désolé d'être comme ça. Hein. Vraiment, je vous avoue que vraiment, là, c'est la toute première fois dans ma carrière de catch-upper que je suis comme ça, quoi. Aïe, aïe, aïe. Raph. Toi qui es grand fan de Becky Lynch. Ouais, alors, encore une fois, circonstance exceptionnelle. Enfin, c'est le refrain qui va revenir tout le temps, mais drôle d'écart entre le main event du dernier WrestleMania et puis là, en milieu de carte, j'étais très surpris que ça soit si tôt dans la soirée. Qu'est-ce que ça foutait là ? Qu'est-ce que ça foutait là ? Alors, c'était peut-être... Bon, en même temps, comme on l'a décrit, les 2 premiers matchs étant pas spécialement à gros enjeux ni très intéressants, il fallait peut-être commencer à envoyer du lourd. Moi, j'ai trouvé ça stiff et ça avait démarré fort. Là, ça allait vite. L'agressivité des 2 côtés était pas mal et c'est d'autant plus bizarre. Ouais, ce finisher, parce qu'on est quand même allé taper sur la table des commentateurs un peu. Becky Lynch, elle a subi là, l'espèce de truc où Shayna Baszler l'attrape par les pieds et l'envoie dans les barricades. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec tout ça ? Que Baszler est pas forcément moins forte, mais qu'elle est moins maligne ou que... Mais des fois, ça joue sur le côté un peu vétéran et puis rookie. Mais bon, tu peux plus parler d'un rookie quand tu as été championne pendant 2 ans à NXT. Donc, je crois qu'en fait, la mauvaise idée, c'était d'avoir mis cette affiche parce que Baszler, elle est arrivée très très vite, très très forte. Donc, ils ont voulu la faire pas quand même devenir championne parce que bon, c'est Becky Lynch, faut pas déconner. Mais en ayant l'air d'être à peu près au même niveau. Donc, elle perd, mais pas parce qu'elle a été moins forte, juste parce que pendant 3 secondes, elle a oublié que quand on met une prise de soumission, il faut pas avoir les 2 épaules au sol. Ça finit un peu bizarrement. Sinon, l'intensité était pas mal, donc on sait pas trop ce que va donner la WWE dans les semaines à venir. Pour moi, c'est le genre d'affiche là qui mériterait, je sais pas, une revanche ou une stipule. Là, si on avait en temps normal un pay-per-view no rules ou tout ça là qui arrive, Extreme Rules, ça aurait mérité quelque chose là. Ouais, fini un peu comme ça quoi. Non, c'est sûr que ça appelle effectivement un rematch. Je vois pas la rivalité avec le build qu'ils ont fait autour de Shayna Baszler qui a une performance ultra strong à Elimination Chamber le mois dernier. Ça peut pas se terminer comme ça. Après le finish, on peut se dire ok, c'est un peu con de la part de Baszler. Bon, après ceci dit, c'est exactement la manière quasiment du finish d'un match entre Bret Hart et Stone Cold, un WrestleMania ou un SummerSlam il y a bien longtemps, où effectivement Bret Hart réussit à faire basculer la prise de soumission et faire toucher les épaules de Stone Cold pendant 3 secondes. Donc voilà, après effectivement c'était très stiff, ça claquait, les coups ont claqué d'entrée, hein, c'était de suite on s'envoie des lions dans la face. Ça c'était pas trop mal. J'aime bien le coup que Baszler a de choper par les pieds son adversaire et leur exploser la tronche sur le mobilier. Je trouve que ça marche pas mal, hein, c'est toujours un peu impactant, même si on voit forcément Becky se protéger avec son bras. Hein. Elle n'a pas besoin de se faire casser le cou pour que ce soit crédible. Voilà. Après, forcément, encore une fois, c'est décevant. Je pense qu'on aurait peut-être vu une Baszler gagner dans une condition normale. Après, le fait de garder Becky championne, je pense qu'il y a aussi peut-être un calcul en termes de représentativité, puisque là, on se dit... il va y avoir une dizaine de cash, la WWE ne va pas pouvoir fournir des matchs et des shows en avril comme normal. Donc du coup, peut-être qu'ils ont la volonté d'avoir des champions qui vont peut-être pas encore parler dans les médias, que ce soit écrit ou vidéo, des champions peut-être plutôt face que heel et plutôt bon micro. Et Becky Lynch, c'est sûr qu'elle est vachement populaire, elle passe bien quoi dans les médias, alors que Shayna Baszler, qui reste très kayfabe, ça aurait été compliqué de donner l'image et la WWE, on vend de l'entertainment avec une nana qui parle de démembrer des gens au petit déjeuner. Ça aurait moins fait. Donc je conçois le fait que ok, on change un peu les plans, on laisse la ceinture à Becky Lynch et on reporte leur vrai fight pour une prochaine fois. Ça me dérange pas que ça soit pas soldé en un seul match, même si effectivement c'était décevant pour un Mania. Ouais. Ouais, ça c'est pas le genre de match qui peut fonctionner sur une salle vide.
Non. Moi, j'ai trouvé que Shayna Baszler était pas assez dominatrice dans le match, pas assez monstrueuse. Becky Lynch était montrée trop forte. Et du coup, voilà, pour moi, il a jamais fonctionné le match. Du début à la fin, c'est effectivement c'est bien qu'on ait une revanche. Voilà, qu'on s'arrête pas sur ce match-là. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire avec Shayna Baszler. Foutez-les dans une cage. Oui, voilà, déjà. Shayna Baszler, The Cage Fighter, on dit foutez-les dans une cage, un Hell in a Cell ou une cage classique, mais voilà. Ouais, un bon match en cage. Il y avait un Undertaker Kurt Angle, je crois, qui était éliminé de la même manière aussi. De Angle, si mes souvenirs sont bons. C'est un peu, c'est un finish un peu classique quand t'as un catcheur technique qui a une prise de soumission pour faire sortir le babyface. Mais maintenant, bon, là, vraiment, ça fonctionnait pas. Donc moi, je suis jamais rentré dans le match, voilà, pour être honnête. Jamais trop rentré dans le pay-per-view de toute façon, mais bon. Avançons. Bon, là, ça commence à aller un petit peu mieux. On a ce match intercontinental qu'on pensait pas voir. Sami Zayn contre Daniel Bryan. Donc, toujours Sami Zayn accompagné de Shinsuke Nakamura et Cesaro. Et Daniel Bryan, lui, il est accompagné de Drew Gulak. Alors, ça va mettre un bon moment avant de démarrer. Le match fait 9 minutes 20, mais il doit bien y avoir 5 minutes où ça catche pas. Sami Zayn qui refuse le combat, qui va à l'extérieur du ring. Et finalement, Drew Gulak s'en mêle. Il va aller passer à tabac Nakamura et Cesaro, les fait passer dans le public, mais non, il n'y a pas de public. Donc dans ce qu'on peut appeler les gradins ou je sais pas quoi. Là-dessus, le match quand même commence à démarrer. Daniel Bryan il domine quand même pas mal, mais à un moment donné, les acolytes, c'est bien des acolytes de Sami Zayn reviennent dans l'action. Daniel Bryan va faire un tope suicida pour les neutraliser. Il va remonter dans le ring, il monte dans le coin du ring, il va sauter pour achever Sami Zayn, mais là il se fait cueillir par le Releve Kick et c'est le tombé. 1, 2, 3, victoire de Sami Zayn. Petit paquet. Petit paquet. 3e small package de suite. Non, c'était pas un petit paquet. Il a fait le tomber après l'avoir. Après le vaquet, quoi. Sonné. Ah ouais, il me semblait me rappeler. Bah, tu vois, je me rappelle déjà plus du pay-per-view alors. Bah voilà. Et voilà, il perd la. Mais ça, c'est trop de l'exomile, hein, mec. Bah ouais, c'est clair. Ouais, faut que j'arrête avec ça. Voilà, donc Sami Zayn conserve le titre. Daniel Bryan est battu. Et ben, Raph, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui es un grand fan de Sami Zayn? Je suis un fan de tout le monde. De Sami Zayn, de Becky Lynch. Ouais, et ben écoute, très surpris par le résultat. On n'avait pas du tout vu ça. On est d'accord, hein, Chris, ce coup-ci. On n'avait pas vu ça non plus. Toi, tu voyais Zayn? J'avais dit Zayn. Ah bon? Bah c'est moi alors, pardon. J'arrête de te mêler à mes histoires. C'est moi, j'assume. J'assume totalement mon mauvais talent en pronostic. Non, moi je voyais Bryan surpris, mais plutôt positivement surpris qu'ils aient l'air d'accorder pas mal de confiance à cette équipe des wrestling puristes là, parce que pour le coup, alors je sais pas vous, moi j'ai l'impression d'avoir un ressenti, enfin c'est pas qu'une impression, j'ai un ressenti plus positif que vous sur ce Mania, et là j'ai trouvé qu'ils ont vachement bien joué le côté absence de public. Ils en ont profité pour beaucoup trash talker, ça causait, j'aimais bien ce joyeux bordel là quand Sami Zayn refusait d'affronter, qu'il a fui, que Bryan a dit à Gulak vas-y laisse-le partir, puis après on est allé le chercher. Sami Zayn qui était un peu piteux quand il se faisait tabasser là, qui disait non arrête, attends, écoute-moi, laisse-moi tranquille. Bryan il a été chaud là, à un moment il a fait suicide dive kick, il lui foutait des baffes à Sami Zayn, donc c'était court mais intense. Pour le coup j'ai trouvé que le rythme était agréable à suivre, et puis bah oui, Bryan qui se couche pour Sami Zayn, c'est pas mal. C'est vraiment vraiment très très dommage qu'on soit dans cette situation sans public, parce que Sami Zayn est en train de vivre le sommet de sa carrière pour le moment. C'est un peu con que ça soit maintenant, mais moi j'ai bien aimé. C'était le meilleur de ce qui se passait jusqu'à présent. Bon, je pense que vous serez d'accord, mais là il y avait plus d'ambiance, il y avait plus de vie forcément. Est-ce que tu es d'accord, Amiral? Bah alors, sommet de la carrière de Sami Zayn, je sais pas. Alors oui, il a un titre individuel à WWE Main Roster, mais il est actuellement booké comme un mec qui ne sait pas catcher.
Je veux dire, tel qu'il agit dans le ring, à vouloir fuir, etc. Alors oui, c'est un heel couard qui veut pas se faire taper dessus et qui s'appuie sur ses copains en bord du ring pour l'aider. Mais voilà, quand on voit comment il cache aujourd'hui, qu'on se rappelle sa grosse rivalité avec Kevin Owens, on se dit wow. Oubliez pas non plus que ce mec a beaucoup de talent dans le ring. Il serait temps aussi peut-être de donner un peu de crédibilité menaçante et efficace à cette faction qui est en train de se monter et de le refaire faire d'autres choses que juste mettre un Helluva Kick de temps en temps, quoi. Donc après voilà, je trouvais que c'était cool de voir cette affiche. Comme le dit Raph, le fait qu'il y ait autant de monde autour du ring, ça donnait plus de vie que les autres matchs. Je suis pas gêné du tout par le résultat, au contraire. Et je trouve qu'il faut donner du crédit à une faction qui est émergente. Ils ont besoin de star power, les trois, parce que franchement, c'est pas ça. Et Daniel Bryan, il est totalement over, qu'il peut perdre sans aucun problème. En plus, il perd avec les honneurs. Mais voilà, j'ai hâte de revoir Sami Zayn déployer un peu plus de son catch, parce que les jours anciens du Generico me manquent. Ouais, il est toujours blessé, Sami Zayn. Enfin, c'est vrai ? Ouais, il a des problèmes aux épaules, en fait. C'est pour ça qu'il catch très peu. Oui. Mais c'est d'ailleurs étonnant qu'il lui ait donné le titre intercontinental. Mais voilà pourquoi il fait pas des grosses performances. Après, Daniel Bryan, il sait y faire quand même pour faire des matchs. Il y a tellement de talent dans le ring là qu'effectivement le match il pouvait pas être mauvais. C'est sûr. C'est sûr, c'était assez stiff. Bryan il tapait fort. Et ils ont construit un match avec une histoire et tout. Donc ça, ouais, c'était plutôt réussi. Je pense qu'ils ont eu consigne tous et toutes peut-être plus stiff que d'habitude, parce que vu qu'il y a beaucoup plus, on entend les mouches voler puisqu'il n'y a pas de public, ils ont dit ok, au moins que quand vous mettez des atemi ou des kicks, au moins que ça claque, qu'on l'entende bien. Ou peut-être qu'ils ont, je sais pas, un peu modifié le son pour que monter les niveaux pour que ça s'entende plus, mais ouais, il y avait une impression plus stiff sur beaucoup de matchs. Je pense que c'est dû à ça, peut-être une consigne générale pour essayer de moins qu'on voit l'aspect fake, forcément. T'as parlé là-dessus, tonton ? Non, mais je vais changer mon fusil d'épaule. Là, je vais prendre un Xanax. Écoute, pourquoi ne pas avoir pris exemple sur la Lucha Underground ? Pourquoi ne pas avoir rajouté du son ? Parce que effectivement, vous avez raison. Je vous rejoins tous les trois sur le fait que c'était plus stiff, qu'il fallait combler ce vide, il fallait combler ce silence. Et voilà. Et la Lucha Underground le faisait très bien, ça. Alors que la Lucha Underground avait un public complètement démentiel. Mais ils ajoutaient des bruits pour rendre plus spectaculaire les kicks en particulier. Et pourquoi ne pas avoir pris cet exemple ? Alors là, après la team décor, après la team montage, moi je demande la team le son, bordel, le son. Pourquoi quand tu fais un show enregistré, tu ne retravailles pas le son derrière ? C'est quand même l'enfance de l'art. Que foutaient les ingé-sons dans cette histoire ? Il faut croire qu'ils avaient le Covid. Voilà. Donc voilà. Donc après, moi j'avais pronostiqué Zayn. Zayn a gagné. Je rejoins l'avis de l'amiral sur le fait que effectivement Zayn ne catche pas, mais comme Ringside a aussi apporté la bonne parole en expliquant le fait de ses blessures, effectivement, ça n'aide pas. Voilà, ce match je suis jamais rentré dedans. Moi, j'avais dit avec Raph dans notre review de SmackDown que j'espérais un overbooking et des interférences. C'est ce qui s'est passé. Mais malgré tout ça, je suis pas rentré dans le match. Donc voilà, donc Zayn a gagné, tant mieux pour lui. Félicitations au mec de cette donnée, et puis voilà. Ouais, l'anti-catch du début, ça a duré un peu trop. Du coup, le match il a été très très court. Le finish il est arrivé très rapidement. Et encore une fois, c'est un petit peu tombé à l'eau. Mais bon, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Après, sur le son, façon Lucha Underground, moi j'étais pas trop client. Mais bon, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort pour rendre ça un peu plus attractif. Donc ça, c'était le championnat intercontinental. Et maintenant, on va passer au championnat tag team qui est défendu en triple threat. John Morrison défend l'équipe des Dirt Sheet. Kofi Kingston est le représentant du New Day. Et Jimmy Uso, le représentant des Uso, évidemment.
Alors, match de l'échelle, hein, qui dit match de l'échelle, Guy gros spot, avec des grosses cascades dans tous les sens. Il y a notamment John Morrison qui va faire sur un Uso une descente là sur l'échelle. Il va y avoir des cascades dans tous les sens. Jimmy Uso, il va s'en prendre plein la gueule quand même à coups d'échelle dans la gueule, hein, un peu dans tous les sens. Il va y avoir la course au final pour essayer d'aller décrocher la ceinture. Et donc tous les trois arrivent en haut des échelles. Ils ont décroché en même temps le truc qui porte les ceintures. Et là, Kofi Kingston et Jimmy Uso vont placer un coup de boule à John Morrison qui va tomber avec les ceintures en main. Et du coup, c'est lui le gagnant. Kingston et Jimmy Uso passent pour des cons. Mais John Morrison est votre gagnant et il garde les ceintures. Pas de punition pour le Miz qui est venu malade au boulot. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça, tonton? Là, écoute, je vais me prendre un rail de coke. Que dire de ce truc-là, quoi. Bon, voilà. Voilà, c'était pas un match tag team, donc voilà, un ladder match entre trois gars qu'on fait ce qu'ils ont pu. T'as raison, effectivement, Uso a été un peu la victime du jour. Il s'en est pris mais plein la gueule, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé avec mais ils avaient décidé que Jimmy devait être la victime aujourd'hui, quoi. Donc voilà, et puis un finish que j'ai trouvé. Voilà, on s'arrache la ceinture et il y en a un qui se casse la gueule avec. Voilà. Dans la chute, il a les ceintures. Tant mieux pour toi, mon bon Jim, mon bon John, mon bon Morrison. Il conserve. Bon, moi, j'avais donné les New Day vainqueurs hier pour faire plaisir aux ch'tis d'enfants. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ch'tis d'enfants qui se sont suicidés après ce match. Voilà. Oh non. Miz and Morrison. Hey. Oh. Alors, Raph, comme tonton, t'as bien aimé le match, toi aussi? Oui, moi je vais apporter de la joie. Moi je suis un grand enfant, mais écoute, ouais, j'ai trouvé qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et même ils se sont pas épargnés, les gars. Ils ont fait des gros spots. John Morrison était pour moi celui qui avait le plus à montrer, donc finalement c'est presque limite bien pour lui qu'il soit le seul de son équipe. Il a fait le taf, t'as raison, là c'est le spot où il fait cette espèce de pirouette, je sais pas trop son saut en spirale là sur le Uso, c'était impressionnant. Starship Pain. C'était le Starship Pain qui a tenté là, je sais pas. Ah non, ouais, t'as raison, ouais, il a passé. Non, c'est autre chose. Hein. Il a passé un espèce de Spanish Splash en fait. Ouais, c'est ça. Ça c'était pas mal. J'ai trouvé Kofi Kingston aussi énorme, hein. Il a fait beaucoup de spots et pas mal de trucs. Il y a eu des Unrakan, il y a eu des. J'avais noté des trucs, mais je me souviens plus de tout. Ouais, bon, ils ont fait des gros coups. Ouais, c'est un peu chiant. J'aime pas ce finisher. C'est pas la première fois qu'on le voit. Je me souviens, il y a longtemps, il y avait eu un truc comme ça. C'était Ziggler qui avait gagné. En fait, il y a cette espèce de flou sur quand tu décroches, mais que t'as pas vraiment les ceintures parce que t'as juste l'espèce de socle qui les tient. Il y a un vice de procédure là. Tu vois, c'est un peu pourri. Il y avait une fois, je sais plus ce que c'était, ça devait être un match intercontinental ou US, où pareil, ils étaient 5 ou 6 à tirer sur la ceinture dans tous les sens, et puis ils la font tomber, puis il y avait Ziggler qui était par terre, qui avait rien demandé, et qui, oh tiens, je suis le champion. Et ouais, c'est pourri, parce que j'aurais bien aimé, là, pour le coup, je trouvais les matchs réussis, j'aurais bien aimé un vrai beau vainqueur. Mais sur le résultat, je suis content, parce que moi, pour le coup, ce coup-ci, j'avais voté Dirt Sheet. Et je trouve que c'est très bien pour John Morrison, qui est pour les petits enfants un peu l'inconnu de l'histoire, hein. On sait qu'il y a 10 ans c'était déjà un très grand catcheur, mais là il a besoin de se faire reconnaître un peu, donc bien joué Jomo, tu pourras ramener la ceinture à la maison. Alors bon, les donne pas aux Miz, ou alors désinfecte-les d'abord, mais bon, j'ai trouvé qu'on a à peu près assuré le taf. Après, peut-être que, pour répondre à votre interrogation, peut-être que grâce aux coupures et au montage, en fait, il y avait les deux Usos, mais ils les ont fait se prendre des trucs dans la gueule à tour de rôle, ça on sait pas qui. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Je dis c'est pas impossible. Ah, c'est pas impossible. C'est une double négation. Amiral, t'as pas parlé? Non, alors moi je m'en rappelais plus du tout que ce finish avait déjà été utilisé
match. Du coup, n'ayant plus sans souvenir en mémoire, j'étais surpris de voir ça arriver. J'ai fait ah ok, pourquoi pas. Vu les circonstances, quitte à faire un truc un peu original. En plus, surtout, c'est que John Morrison, quand il tombe avec les ceintures, il tombe le dos s'écrasant sur une échelle qui ne casse pas, qui ne plie pas. I am the ladder. C'est plus I am the table, c'est I am the ladder. Donc ça faisait un spot plutôt sympa. Non, après le match était quand même cool. Hein. Les trois ont donné clairement beaucoup de choses. Et là, pour le coup, c'est vraiment un match où tu te dis, ouais, si on avait été avec du public, ça aurait été la folie. Ça aurait été la folie dans le stade, je veux dire, vraiment. Je pense que si tu rajoutes des cris du public, le match prend vraiment son envol. Hein. Donc là, c'était un peu pénible de les voir agoniser pendant de nombreuses et longues secondes dans le silence complet, juste leur respiration un peu rock. Il y avait le Jimmy Uso qui trash-talkait un petit peu, heureusement, pour combler le vide. Mais voilà, grosse performance des trois. Dommage que ce soit pour si peu de réception, mais dans tous les cas, c'était 18 minutes de bon catch. Et c'était le bienvenu dans cette soirée, à ce moment-là. Ouais. Bah oui, là, le spectacle commençait à être au rendez-vous. Voilà, belle performance de tout le monde. Un finish un peu anticlimatique, mais on a un peu l'habitude dans cette soirée. Et puis voilà, ça aurait été mieux peut-être si tout le monde avait été là. Sûrement même d'ailleurs, et puis si ça avait été en public évidemment. Mais bon, il n'y a rien d'honteux pour les gens qui ont participé. On avance. Kevin Owens affronte Seth Rollins, le Messie du lundi soir, qui est venu seul. Donc c'est le point culminant de leur rivalité. Hein. Ça fait des semaines qui se cherchent l'un l'autre, Kevin Owens et Seth Rollins. Hein. Seth Rollins c'est plusieurs fois joué de Kevin Owens grâce à toute sa team, là, Murphy et les Doctors of Pain. Il s'est fait casser la gueule une paire de fois, Kevin Owens. Mais cette fois-ci, c'est du 1 contre 1. Et on va dérouler d'un côté comme de l'autre son plus beau catch. Hein, toutes les batteries de prise de Seth Rollins d'un côté, Kevin Owens aussi, des pop-up powerbombs, des super kicks, des topés suicidaires, on voit à l'extérieur du ring, on va s'écraser sur les tables des commentateurs. Et finalement, Seth Rollins, le malin, va utiliser la cloche pour assommer Kevin Owens. Là, c'en est trop pour l'arbitre qui va disqualifier Seth Rollins. Victoire de Kevin Owens. Là, la foule n'en peut plus. Scandale, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, il n'y a pas de foule, pardon. Kevin Owens n'est pas content, il prend le micro, il dit « ça ne peut pas se terminer comme ça. T'es quoi ? T'es une bitch, hein, c'est la suite du moment. » Oui, je crois qu'il l'a traité de pute, oui. Ouais, il l'a traité lui aussi, ouais. Et donc, je m'insurge, hein. Bitch, c'est salope. Hein. Pas même chose. Il n'y a pas d'échange c'est pas tarifé. C'est pas tarifé, voilà. Donc, Seth Rollins qui apparemment suce pour des. C'est important, faut être précis. Et ben, il n'aime pas se faire insulter. Seth Rollins, il revient dans le ring. Il est reparti pour un match et cette fois-ci, c'est sans disqualification, nous dit-on, au moment où Seth Rollins prend les escaliers de fer pour assommer Kevin Owens. Ça continue à se foutre violemment sur la gueule jusqu'à ce que Kevin Owens place Seth Rollins sur la table des commentateurs et qu'il aille sur la seule partie du décor qui avait été monté pour l'occasion, là où c'est marqué WrestleMania en gros. Ils montent tout en haut de la structure et il saute pour une grosse descente du coude. Il va exploser Seth Rollins sur la table. Il va le remettre dans le ring. Pop-up powerbomb. 1, 2, 3. Victoire. Stunner. Ah oui, Stunner, pardon. Stunner de Kevin Owens. Victoire propre de Kevin Owens au milieu du ring, sans discussion possible. C'est la victoire du gentil Kevin Owens. Dans un match qui a duré 17 minutes 20 quand même. Et qui se rapprochait peut-être le plus d'un match de WrestleMania. Ouais, carrément. À mon avis, Amiral, tu es d'accord ? Oui, pour moi, c'est le match de la soirée en termes de catch, hein, entre les deux.
un grosse tristesse pour Kevin Owens qui ne connaîtra pas son WrestleMania moment avec du monde, sachant en plus que lui, il a dit sur Twitter, il aurait voulu faire le spot de la fin où il fait son elbow drop Swanton du haut du WrestleMania sign. Il aurait voulu le faire depuis le haut d'une voile de bateau pirate, puisqu'on rappelez-vous, il y a quelques mois, on nous avait montré le stade dans lequel aurait dû avoir WrestleMania avec un bateau pirate justement. Et il disait sur Twitter que quand il a visité le stade en janvier, il a vu ce bateau, il a fait OK, je sais pas quel programme sera le mien pour WrestleMania, mais je veux sauter depuis le haut de ce machin. Donc voilà, il aura pas eu ça, mais quand même voilà, un gros match solide qui s'approche des 18 minutes, une bonne rivalité qui a été montée avec des scénars plutôt intéressants qui étaient un des points focus de Raw ces dernières semaines. Donc ouais, voilà, une victoire par disqualification, une victoire clean par la suite. Seth Rollins qui était bien en forme avec son ring gear tout en blanc, un peu une espèce de truc très new age évangélique, donc il joue à fond la carte de son gimmick. Un Kevin Owens qui s'installe de plus en plus comme un top babyface de Monday Night Raw. Non, moi je trouvais ça vraiment très bien quoi. Et c'est vraiment, je pense, le match pendant lequel j'étais le plus concentré de ce qui se passait. J'étais le plus ça m'a presque fait oublier l'absence du public et des conditions particulières. Je trouvais ça vraiment bien foutu. Ils ont raconté un truc dans le ring qui se tenait, qui était cool, qui était intéressant, qui était aussi stiff, des bons spots, une bonne psychologie, de bonnes mimiques faciales. Enfin, il y avait tout pour que ce soit un bon match de WrestleMania. Ils se sont tirés avec des honneurs malgré les circonstances. Donc moi j'ai aimé ce match. Un match apprécié par l'amiral. Ouais. Raph, toi qui es un grand fan de Kevin Owens. À chaque fois qu'il passe la parole à Raph, c'est toi qui es un fan de Gronk, Brokowski. Ouais. Alors, moi je rejoins l'amiral sur l'intensité et sur la qualité de la rencontre. Bravo les gars. T'es pas d'accord, Chris? Ou tu tousses juste? Ah non, j'avais un chat dans la gorge. Ah, pardon. Non, j'ai trouvé ils se sont donnés, ouais. Enfin voilà, on a eu des trucs sur le apron, sur l'arrêt du ring là. Voilà, ça a été le premier gros spot là, Rollins qui retourne Owens qui tombe comme ça, le dos le premier sur le truc, le Falcon Arrow aussi sur l'arrêt du ring. On a eu les Suicide Dives. Ils ont énormément parlé, surtout Rollins. Alors ça devait être une consigne pour combler le silence, j'imagine. Donc les mecs, pour respirer, ça devait être difficile. Mais Rollins, il a pas arrêté là de dire voilà, est-ce que c'est ça ton truc, Owens, machin. Kevin Owens, il a dit voilà, pareil, t'es chez moi. Est-ce que c'est ça? Enfin, ils ont beaucoup parlé. Ils ont réussi à mettre beaucoup d'intensité. Toutes les grosses prises étaient là, Pop-Up Powerbomb, Senton Bomb, un DDT, des super kicks, le gros spot final. Énormément de regrets évidemment que tout ça ne se soit pas passé en live parce que ça aurait été, je pense, un des meilleurs matchs de l'année, catchesque, si ça avait été dans des conditions classiques. Mais moi je vais mettre, il y a un gros point d'interrogation. Alors le catch, il se passe pas toujours ce qu'on veut. Moi j'aurais pas du tout scénarisé ça, j'étais très surpris parce qu'on nous a quand même vendu depuis le début de cette rivalité. Seth Rollins, il nous a dit que quand WrestleMania arrive, quand les lumières sont sur moi, je deviens un dieu, j'ai des WrestleMania moments en paquet. Je crois qu'il dit qu'il est à 6-1, c'est ça à WrestleMania son score, ou un truc comme ça. Donc 6 victoires pour une seule défaite. Et là, il finit, il se fait disqualifier, donc il perd et il s'en va tout content. J'ai trouvé ça complètement bizarre, ce segment, ce passage là où Seth Rollins s'en va visiblement tout content d'avoir donné un coup de cloche et de partir en disant bon là j'ai fini ma soirée. Ensuite on a continué et Owens a gagné clean. Alors je suis un peu déçu parce que comme tu l'as dit l'amiral, j'aurais vraiment aimé un gros moment de Kevin Owens, un feel good moment avec la foule. Donc je pense que les circonstances auraient pu d'autant plus les faire pencher pour faire gagner Rollins ce coup-ci. Comme ça aurait enrichi sa streak et ça aurait permis d'enrichir sa légende personnelle. Il aurait pu encore se flatter, se vanter en disant voilà, WrestleMania, je suis intouchable. Quitte à faire les gros spots et à faire gagner Owens plus tard dans la feud, parce que j'aimerais bien les revoir l'un contre l'autre. J'ai pas trop compris là que Rollins perde, se fasse surclasser au niveau du ring, se fasse surclasser partout, et finalement que le fameux le God, le Messiah soit si vite
si vite face à ses faiblesses. C'est bizarre ce choix. Sinon le match était très bon, hein, mais j'aurais pas choisi ça comme issue à ce moment-là de la rivalité et de l'année catchesque. Ouais, effectivement, ça se discute. Ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre sur cette rivalité. Tonton ? Certainement le meilleur match en termes de catch classique pur de la soirée. Énorme spot de Kevin Owens, même si est-ce qu'il y avait véritablement besoin de mettre en danger sa santé pour rien, ça je sais pas. Enfin bon, on va dire que ce Jésus versus Kevin, ça a peut-être été le meilleur moment de ce WrestleMania. Voilà, effectivement, comme l'a dit Raph, voilà, ça a été plutôt bien de la part des deux qu'ils parlent énormément et que ça trash talk. Bon, ça aurait été un peu l'image de toute la soirée de toute façon, mais on va dire que Owens comme Rollins l'ont fait peut-être un peu mieux que les autres. Et voilà, Jésus perd, mais Jésus c'est un loser hein, de toute façon, donc voilà, Jésus il a terminé sur la croix, là Jésus il a fini avec un stunner dans la gueule, voilà. C'est comme pas très bien porté d'ailleurs. Pas très bien porté en plus, ouais. Pas très bien vendu. Pas très bien vendu, ouais, voilà. Ouais, il le porte pas très bien de toute façon à la base. Oui, au lieu de bumper, de repartir un peu en saut pour donner de l'amplitude au choc, il s'est plutôt effondré sur lui-même et du coup ça enlève un peu d'impact et de dramaturgie au move. Mais bon, ils avaient quand même bien donné les deux pendant 18 minutes avant, donc bon. C'est pas... ouais. Mais là aussi, encore une fois, on peut se dire... Ouais, voilà. On peut le re-shooter peut-être, juste le stunner. Bah ouais, je sais ce que tu vas dire, Amiral. Eh oui. Eh oui, hein. Non, je te le laisse, Chris, je te laisse ton ton. Bah voilà. À quoi ça sert de faire un show enregistré si c'est pour finir sur des trucs comme ça, à quoi ça sert? Il faut bien proposer quelque chose en genre. Ouais, ça m'a paru très étonnant. Alors, on saura jamais ce qui a été tourné-retourné, mais sur ces deux derniers matchs à grosse stipu, là, que ce soit le Triple Threat des Ladders ou le Rollins Owens, je pense qu'ils n'ont pas trop utilisé le côté enregistré. Hein. Tout avait l'air assez fluide. J'ai pas vu de moment où je me suis dit, tiens, là, ils sont peut-être arrêtés 5 minutes pour respirer et boire un coup. Même le spot de Kevin Owens, il n'a pas été monté, bidouillé comme ça avait été là pour la chute de Elias. Ils n'ont pas utilisé ça du tout, en fait. T'es un peu surpris. Bah après, pendant longtemps, c'était enregistré aussi, hein, les weekly par exemple. Bon, pas trop raw, mais je crois que SmackDown, il n'y a pas si longtemps, c'était encore enregistré. Généralement, quand ils diffusaient dans les conditions du direct, hein, ils ne faisaient pas trop de montage, donc je pense qu'ils sont restés sur la même manière de bosser, quoi. Oui, mais quand t'as une foule, c'est pas pareil. Tu peux pas refaire un stunner devant le public en disant bon, allez, on la refait. Bah, ils l'ont déjà fait, ça. Hein. Refaire des matchs comme ça, notamment quand il y avait Sin Cara. Sin Cara, il avait merdé pas mal de matchs. Oui, parce qu'il y avait des gros botches. C'est pas juste que c'est pas aussi impactant que ça pourrait l'être, c'est juste que c'était carrément botché, on refait quoi. Ouais. Donc je pense que c'est pas trop dans leur habitude de remonter les matchs non plus, mais là c'est quand même une circonstance exceptionnelle, effectivement. Ça coûtait rien de refaire des beaux finishes propres parce qu'on va voir que c'est pas le seul qui est à côté de la plaque. Hein. Ensuite, c'est le moment détente, puisqu'on va monter au balcon. On retrouve nos amis Grokonski et Mojo Rawley. Décidément, j'aime bien oublier son nom, lui. Et il y a Artrouff qui débarque. Et il demande aux deux Zozo là, de le cacher, puisqu'il est obligé de défendre son titre 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'en peut plus. Ça plaît pas beaucoup au Gronk, qui lui met un coup de coude. R-Truth tombe par terre. Le Gronk va essayer de faire le tomber pour devenir le nouveau champion. Mais Mojo intervient, il fait relever le Gronk et c'est lui qui fait le tomber. 1, 2, 3. Nouveau champion, Mojo Rawley. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Mais il y en est quand même. Je crois que, outre tout le bordel autour de cette ceinture qui est du gag de la low card, on est quand même sur la ceinture qui se gagne le plus facilement du monde. Hein, parce qu'un coup de coude dans le ventre, et hop, 1, 2, 3. Quoi. Et encore, on n'a pas eu le droit à un roll-up. Hein. Ouais. Et par contre, il y avait... sur le balcon. Hein. Ça nous a permis de savoir qu'il y avait un arbitre sur le balcon avec eux. C'était sympa. Je sais pas d'où il est sorti. C'était très mal fait ça, hein, c'est pareil, hein, quand on a
On est en train de tout enregistrer. Voilà, il y avait l'occasion de faire tellement de trucs avec la ceinture 24/7 là. Mais oui. Et ils ont fait ça, quoi. C'était vraiment le minimum du minimum. 0, quoi. 0 pointé. 0 Raouli. 0 Raouli. Paul Heyman est interviewé backstage par Kayla Braxton. Non, par Charlie Caruso. C'est Charlie Caruso? Mais oui, qui était magnifique dans son espèce de robe jaune là. Miam miam miam. Ah, il reprend de l'hype, tonton. Voilà. C'est ce qu'il fallait. Moi, je crois pas que c'était Charlie. Hein. Si, c'est Charlie, c'est Charlie. Ah bon? Charlie. Je te confirme, c'est Charlie. Ok. Ouais. Bon, bah, en fait, on s'en fout parce que le match, c'est demain. Voilà. Je sais pas trop pourquoi ils nous ont foutu ça là. Ah, bah, vu ce qu'on voyait, ils avaient plutôt intérêt à nous dire non, mais si, hein, regardez. Il va y avoir des trucs. Hein. Des trucs demain encore. Donc, on va arriver au championnat de l'univers. Strowman affronte Goldberg. Goldberg est le champion actuel. Donc, Braun Strowman, il a droit à son entrée, évidemment, mais Goldberg, surtout, a le droit à son entrée spéciale, accompagné par le service de sécurité. Il arrive au ring, on se regarde droit dans les yeux, et là, Strowman va tenter un power slam. Goldberg va esquiver, spear, 2 spears de plus, pour faire bonne mesure. On va tenter un 4e spear. Et ensuite, on va le placer même le 4e spear et on va tenter un jackhammer, mais Strowman va contrer le jackhammer et il va porter un power slam et il va en porter 2 autres et il va faire le tomber et Goldberg ne se relèvera pas. Il faut 3 power slams pour allonger Goldberg. Et c'est la victoire de Strowman qui gagne son premier titre de champion de la WWE poids lourd de l'univers devant un parterre vide. Il harangue la foule, il dit que c'est son moment, c'est lui, c'est maintenant. Voilà, nouveau champion, Braun Strowman qui remplace au pied levé Roman Reigns. Amiral, penses-tu, dis-le-moi? Je me demande, en fait, ce match a duré 2 minutes 10, si le segment de la ceinture 24/7 n'était pas plus long que ce match, ce qui serait triste quand même, mais je pense que c'est le cas. En dehors de ça, que dire, si ce n'est que c'était comme d'hab un match de Goldberg ultra court. Là, il y avait 0 build-up et ça va être vraiment mon coup de gueule sur ce truc. Après que Goldberg perd la ceinture, c'est totalement pour des raisons de contrat. Il a signé un contrat que jusqu'à maintenant. Il a plus le temps après, j'en sais rien. Donc, il fallait bien que quelqu'un le récupère. Mais vraiment, mon coup de gueule, ça va être sur l'absence totale de justification de booking de ce match. Il y a rien à aucun moment donné, que ce soit dans les SmackDown précédents Mania ou dans Mania, qui expliquait, et d'une, en kayfabe, pourquoi Roman Reigns n'est plus dans le match, et de deux, pourquoi c'est Braun Strowman qui est maintenant dans le match. Ils auraient pu tourner un truc avec un téléphone, avec quoi que ce soit, qui nous annonçait dans le dernier SmackDown, ou même là dans le pré-show de WrestleMania au début de l'émission, pourquoi c'est plus Reigns et pourquoi c'est Strowman. Mais non, donc vraiment du coup ça tombe, mais vraiment un pétard mouillé cette histoire, quoi. Et là vraiment il prend 10 sa ceinture Strowman, il y a aucune hype, il y a 0 hype. Et je pense que même lui il doit même pas forcément être content parce qu'il se dit ok, c'est minable en fait, c'est du bout en bout. Et vraiment qu'il y a personne, encore une fois, qui ait pris l'effort de prendre une demi-heure à réfléchir, à brainstormer sur quelques idées pour justifier ce match-là, justifier le départ de Roman Reigns de la carte. Ça, franchement, c'est vraiment la nullité absolue, quoi. Les mecs, vous êtes la moitié de votre boulot à la WWE, c'est d'inventer des histoires avec tous ces personnages, et vous n'êtes même pas foutu d'inventer un prétexte pour un match, pour un titre, le titre universel, quoi. C'est 0 pointé. 0. La tête à Toto. Raph, je te fais grâce de la blague sur la famille. Oui, je suis pas fan de Goldberg, pas trop, non, mais écoute, déjà sur le résultat surprise, parce que on en avait parlé avec Chris, sur l'affiche initiale, on voyait Reigns gagner sans aucun problème. Là, moi je pensais qu'ils allaient repousser un peu l'échéance de Goldberg, même bon, il y avait ces histoires de contrat qui étaient tout à fait probables. Et en fait, c'est con, mais quand le match a démarré, il avait l'air tout petit, Goldberg, et juste en une seconde je me suis dit mais il peut pas en fait lui porter son jackhammer, donc
il va perdre. Donc j'ai juste vu ça. Bon, 2 minutes plus tard, ça m'a donné raison. J'ai JBL, catastrophe. De toute façon, je déteste ce mec-là qui a commencé en disant Don't blink. Donc en gros, voilà, clignez pas des yeux. En plus, il a dit aucun de ces deux hommes n'est payé à l'heure. Enfin, j'ai trouvé ça hyper insultant pour Strowman qui fait des gros matchs. Enfin, putain, Strowman, il en a fait des matchs de 25 minutes. Bon, de toute façon, que ce soit Roman Reigns ou Strowman ou quoi, on savait que ça allait durer 2 minutes. On a l'habitude avec Goldberg. Au moins, ça n'a pas été botché. Il a pas pris la gueule dans le poteau, Goldberg. Il est pas passé pour un gros con, mais c'est hyper triste, c'est hyper triste parce que Strowman, je pense qu'on l'aime bien, tout ce gars-là qui est un peu particulier à la WWE et qui se retrouve avec son premier titre de champion du monde dans des conditions déplorables, cafardeuses, très tristes. Moi, je suis comme l'amiral. En plus, il y a eu tellement de feud entre Reigns et Strowman qu'il pouvait tout à fait monter un package pour comprendre pourquoi Strowman était légitime. Parce qu'en fait, la vraie raison, c'est qu'il n'avait pas d'autre. C'est que c'était un des seuls à être libre sur l'affiche. Donc en gros, c'est à la limite, c'était le plus bas de tous les mecs, c'est-à-dire celui à qui on n'avait rien trouvé à foutre, qu'on met là. J'ai réfléchi, je voyais que lui. Il y avait Eric Rowan aussi à la limite, qui avait pas de match prévu. Mais voilà, donc plutôt triste que ça se passe comme ça pour Strowman. Pour Goldberg, j'en ai rien à foutre, ce mec-là. J'ai pas connu ses heures de gloire et tout ce que j'en ai vu m'a pas fait rêver. Moi, j'aimerais juste une chose, c'est que pour lui, quand même, pour Braun, ils assument et que quand la situation reviendra normale, ils lui feront quand même un vrai règne et pas genre Roman Reigns qui arrive et match et de suite Reigns redevient champion comme c'était prévu parce que ça serait un petit peu tristou pour Braun. Voilà, tout ce que j'espère. Pas un règne à la Rey Mysterio, donc. Non. Quand même, le Power Slam final, il est botché aussi. Hein. Il le met sur le côté, c'était pas beau non plus. Hein. Tonton J'avais oublié le JBL, quoi. Donc, qu'il soit maudit jusqu'à la 30e génération, je ne veux plus jamais entendre parler de ce mec aux commentaires. Autant moi, des fois, ça peut faire hurler, mais moi, j'aimais plutôt bien le catcheur. Autant je déteste le commentateur, quoi. Donc mais c'est le même, non non, c'est pas le même. Non, pour moi, je fais une large différence entre le catcheur JBL et le commentateur. Ouais. Pour moi, c'était un heel absolu, c'était un heel phénoménal. Moi, j'aimais beaucoup JBL, quoi. Alors, je sais que souvent, quand je dis ça, les fans de catch font mais moi, j'aimais bien JBL en tant que catcheur. Et mais voilà, le commentateur, c'est une catastrophe que ce mec dégage. Voilà, donc écoutez, après la team décor, après la team montage, après la team ingé son, voici venu le temps de la team Booker. Même si la team Booker, elle est à féliciter pour l'ensemble de son œuvre sur cette première soirée. Voilà, donc un booking out of nowhere, comme on l'a dit avec Raph la veille. Voilà, c'est-à-dire que même Cole ne s'est même pas fendu d'un commentaire pendant SmackDown pour expliquer, ne serait-ce qu'en 2 phrases, un truc, quoi, un que truc, quoi, comme diraient les jeunes, quoi. Voilà. Non, même pas. Je suis pas sûr que les jeunes disent ça. En tout cas, dans la région parisienne, ça se dit quand même. Hein. Je suis désolé, excusez-moi, moi je viens du ghetto, donc ça se dit encore chez nous. Et donc non, rien. En plus, avec un Goldberg qui commence à avoir de la bidoche qui pend au-dessus de son slibard. Voilà, rien. Et encore une fois, je rejoins comme d'habitude l'amiral avant même qu'il dise quelque chose, mais voilà, ils ont même trouvé le moyen de botcher le dernier Power Slam et ça n'a pas été remonté. Donc voilà, donc félicitations, formidable. Braun Strowman est champion et je finirai juste sur un mot. Regardez à nouveau les yeux de Strowman au moment où il brandit la ceinture. Je veux dire, tout est là. Tout est là. Tout est là. Le viral. Quelque chose à ajouter ou t'as déjà parlé, non ? Ah, j'ai déjà parlé, moi. Ouais, on est d'accord. J'ai déjà parlé. En plus, le dernier truc, c'est que au final, je trouve qu'en plus, la victoire de Strowman comme ça décrédibilise un petit peu encore plus The Fiend. The Fiend, il s'est pris le même tarif, 4 spears, et un jackhammer, il a perdu. Alors là, Strowman, il se prend 4 spears et il gagne, en fait. Donc, du coup, même par rapport à ça, en termes de booking général, est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à faire que Strowman en prenne un peu moins
pour que on puisse dire que The Fiend avait perdu contre Goldberg, mais il s'est pris vraiment beaucoup de châtiments. Là, je sais pas. Raphaël a dit un truc très juste en fait sur le début du match, auquel j'ai pas pensé sur l'instant, mais que maintenant qu'il le dit, bah là ça vient de me péter à la gueule. Mais effectivement, quand tu vois Goldberg face à Strowman, tu dis effectivement, bah Goldberg n'arrivera jamais à placer un jackhammer à Strowman. Quoi. Jamais. J'aurais bien aimé qu'il le tente quand même. Le naufrage. Ah non, il aurait tué Braun. Fin de carrière pour Strowman. Bottom of the year. Non, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à retirer de tout ça. Bon, on en a fini avec Goldberg, c'est quand même très bien. Enfin, bon, voilà, oui. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais, ça c'est vrai. Alors là, ouais, pour le coup, ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, le papy il va revenir dans sa chambre à côté de moi à l'EHPAD. Et je vous rassure, vous inquiétez pas, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il n'en ressorte plus jamais. Okay. On compte sur toi. Hein. C'est clair. C'est ta mission. Voilà, aucune mention de Roman Reigns, hein, effectivement, de la soirée. Non. C'est quand même étrange. Voilà, bon, moi, je veux juste défendre un peu Goldberg et JPL. Je les aime beaucoup. Arrêtez de tant les critiquer. Ils viennent... On les appelle, hein. Ils viennent pas comme ça pour faire chier. Oui. Okay. La parole est à l'avocat de la défense. Extraordinaire. Ah oui, bah je peux pas défendre ce qu'ils font, mais... Objection. Ça va faire ma journée, ça. Oh là 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 là. Allez, on passe au main event. Main event. Alors, c'est le Boneyard match. L'Undertaker va affronter AJ Styles, qui a pas arrêté de l'insulter dans tous les sens, et surtout sa femme. Voilà, l'Undertaker. Michelle McCool, hein, souvenez-vous, elle était championne des divas à l'époque. Elle portait le Styles Clash aussi. Elle était avec mieux que lui. Leila. Elle était belle. L'Undertaker et AJ Styles, ça va se passer dans un cimetière. Il y a un corbillard qui débarque, phare allumé. C'était à Nogent-le-Rotrou, je crois. C'est ça, exactement. Ouais. Le fameux cimetière de Nogent-le-Rotrou, qui est connu. Hein. Beaucoup de films ont été tournés là-bas. Et pas mal de grande vadrouille. Ouais, la grande Maigret perd son sang. Alors, 2 druides ouvrent le coffre du corbillard, hein, ils sortent le cercueil, ils ouvrent le cercueil, et là, évidemment, c'est AJ Styles qui sort. Rigolard, il a pas peur, il cherche l'Undertaker. Où es-tu, Undertaker? Tu dépêches de te montrer. Ça fonctionne pas avec moi, hein, t'es mind games. Jeu de l'esprit. L'Undertaker, il arrive pas avec le gong, hein, il arrive sur la musique de Metallica, sur une grosse moto, sur une grosse Harley. Il débarque en American Badass, l'Undertaker. Oh yeah! Et cette fois, c'est parti. Ils vont s'affronter dans ce cimetière. Alors, c'est l'Undertaker, hein, qui domine un peu au début. Mais finalement... Il va s'exploser la main dans la voiture, en façon Goldberg justement à l'époque, la WCW. Et là-dessus, il y a les aussi qui débarquent, Karl Anderson et Doug Gallows. Et ils font venir aussi toute une bande de druides dont l'Undertaker va devoir se défaire. Hein. Sûrement les catcheurs de la Battle Royale qui n'ont pas pu avoir de spot cachés sous les cagoules. Il arrive à défaire tout le monde, mais finalement Gallows et Anderson l'attaquent à coups de pelle. Ils vont essayer de le tuer. L'Undertaker s'en sort, mais alors après c'est AJ Styles qui s'en mêle. Il l'explose avec un morceau de ciment, peut-être une tombe. Hein. Oui, une pierre tombale. Hein. Une pierre tombale, pardon. Le Taker est à terre. On va le traîner jusqu'à le trou, hein, qui était creusé. AJ Styles va monter sur le petit tractopelle qui est censé ensevelir le Taker. Mais là, évidemment, le Taker apparaît derrière lui. Il s'est téléporté. Il va attaquer AJ Styles. Ils vont monter jusque sur une petite intendance, hein, le toit d'une petite intendance qui était là. Les aussi, Gallows et Anderson les suivent. Ils vont se foutre sur la gueule. L'Undertaker, par contre, il prend l'avantage complètement. Il va effectuer des tombstones sur tout le monde, sur AJ Styles, balancer AJ Styles à même le sol.
Là, il commence à parler, le Taker, il commence à balancer. Alors, AJ Styles, hein, tu parles encore sur ma femme? Comment elle s'appelle, ma femme? Comment je m'appelle, moi? Quel âge j'ai, hein? Et puis, il va finir par un bon tombstone, le ramener à la tombe. Il le prend, il le regarde, Styles supplie. Alors là, l'Undertaker, il va le prendre dans ses bras, il va lui faire un câlin, il va dire allez, c'est pas grave, tu t'es bien battu. Il va pour repartir et finalement, il lui met un gros big boot dans la face. Styles tombe au fond de la tombe et là-dessus, l'Undertaker, il va prendre le petit tractopelle, il va ensevelir AJ Styles, il enlève les espèces de toiles d'araignée qui cachaient la pierre tombale. On voit que c'est le nom d'AJ Styles qui est inscrit. 1977-2020, tout était prévu. Et le Taker repart sur sa moto. Dans l'ombre, tout ça est filmé, hein, façon série télé, façon série B, série Z, façon Final Dilation, un petit peu. Les Broken Universe. Et c'est ça notre main event. Beaucoup de retours positifs pour cette séquence complètement what the fuck. Et un Undertaker et un AJ Styles et tout le monde qui ont fait quand même bien fait le boulot. Moi, j'étais impressionné par la performance du Taker quand il a commencé à prendre la parole. Tout ça a été évidemment trop long, mais ça a le mérite d'être un minimum original, presque bien troussé. Est-ce que vous êtes... on va commencer par Raph. Est-ce que tu as été convaincu par ce segment cinématique wrestling, comme on appelle ça? Ah oui, je suis content d'avoir la main parce que, écoute, oui, je sais pas quels sont les avis généraux, mais moi, je peux même presque dire que j'ai adoré. Je crois que j'avais très très peur. On en avait parlé avec Chris de comment ils allaient faire ça parce que les segments un peu cinématiques à la WWE, il y avait eu du moyen, du moins bon, du très bon. Enfin, ils avaient jamais trop testé ça. Là, je trouve qu'ils ont mis le paquet. Pour le coup, tout ce qu'on a dit sur tout le WrestleMania du début, là, il y avait donc c'était un segment hyper bizarre. Il n'y a pas d'arbitre, c'est pas un match en soi. C'est juste une baston où il faut enterrer l'autre. Il y avait des choix d'ambiance musicale, il y avait des ambiances visuelles, ils ont parlé effectivement. Alors AJ Styles au début, voilà, il a commencé par dire voilà, j'ai creusé ta tombe, j'ai creusé ton trou, Undertaker. L'Undertaker qui lui dit non, c'est toi qui as creusé ta tombe toi-même. Après AJ Styles, quand il dominait, il l'a traité de salope, hein, il lui a dit you're old bitch. Old bitch. Au moment où il allait l'enterrer, voilà. Il peut y avoir comme salope à la WWE. Il lui dit je vais rendre une faveur au monde. Là, quand AJ Styles, il est sur le point il croit qu'il va gagner, il prend de la poussière, il dit là, voilà, dust is dust, donc que retourne en poussière. Après l'Undertaker, voilà, il y avait une intensité dramatique très très bien trouvée. Ils ont mis le paquet là avec les prêtres, l'Undertaker qui a déclenché les flammes de l'enfer. Là, sur la fin, il part sur sa moto, la grange prend feu, il y a son symbole là, l'espèce de thé, de pierre tombale violette qui apparaît. Pour moi, c'était le bigger than life qu'il fallait pour ce match-là. Parce que la capacité physique de l'Undertaker sur un ring fait que ça aurait pas été ça. Mais là pour le coup, oui, on est sûr qu'il y a eu des coupures, des montages, qu'ils ont dû faire ça en une après-midi. Ils ont pris le temps, ils se sont reposés. Non, super, pour moi, super conclusion de cette feud que j'ai moyennement appréciée j'étais pas fan du tout, moi, hein, du côté mettre en avant la vie de perso du Taker, et finalement, là, tout a pris sens. Enfin, voilà, il est revenu sur sa moto, il a eu ce côté humain, tout en ayant quand même ce côté phenom de la téléportation. Pour moi, c'est le moment qui fait vraiment pencher la soirée d'un côté plutôt positif, et je pense que ça rajoute de la légende encore plus à l'Undertaker qui a eu ça. On se serait jamais cru il y a 2 mois qu'on verrait l'Undertaker dans un segment pareil, et moi j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé AJ Styles. Il y avait de l'émotion à la fin quand il dit I'm sorry, don't bury me, parce qu'en plus on enterre un mec, c'est quand même assez violent, hein, physiquement parlant. Donc, oui, généralement tu meurs après ça, hein, c'est la suite. Physiquement, oui, c'est le plus violent que tu puisses. Voilà. Donc moi j'ai bien accroché. Franchement, j'ai bien accroché sur tout ça. Ok. Tonton ? Ouais. Ça a été mon moment préféré du show.
Voilà, même si je peux pas dire que ça m'a soulevé d'enthousiasme, mais en tout cas, c'était voilà un truc qui était assez construit. Moi, j'aimais bien la rivalité entre le Taker et Styles. J'aimais bien ce côté personnel, ce côté Mark Calloway versus Allen Jones. Il y a eu plusieurs éléments. J'ai presque regretté que Kane ne soit pas là. J'aurais bien vu Kane venir filer un coup de main au Taker pour fracasser les aussi. Et c'est rare qu'on regrette l'absence de Kane, c'est quand même rare. Ouais, parce que bon, normalement, la catchphrase c'est Kane ruin everything fun in WWE, donc. Mais c'était pas mal, effectivement. Bah voilà, avoir mis de la cinématique là-dedans. J'ai trouvé le Taker bien à son avantage. Effectivement, Raph, il a certainement raison sur le fait que ça rajoute un peu à sa légende. Voilà, depuis 1990. Donc voilà, moi j'ai toujours pensé cette année que c'était le chant du cygne du Taker et qu'il allait fêter sa retraite au Survivor Series cette année, si les Survivor Series ont lieu, si on n'est pas confiné jusqu'en 2027. Mais ouais, effectivement, je donne du crédit à ce main event. Il y a eu des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont laissé un peu indifférent. Mais globalement, je trouve que là, ils sont cassés le cul, ce qu'ils n'ont absolument pas fait tout le reste du show. Ouais, c'est ça. Bah c'est ça, moi je trouvais ça très cool, je suis très client de ce genre de choses, surtout que là le contexte l'exigeait. Comme le dit Tonton, là il y avait vraiment du travail, on sent qu'ils sont mis dans une salle pendant plusieurs heures pour réfléchir à ce qu'ils allaient faire. On peut voir la patte l'empreinte qu'a laissé Matt Hardy avec son Final Edition, même si on sait que Vince a pas compris l'engouement qu'il y avait ce truc-là, même après l'avoir fait, il comprenait pas pourquoi les gens aimaient. Heureusement, il y a des gens qui ont réussi à lui faire entendre raison et lui faire dire ok, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et j'espère, je croise les doigts, qu'il fasse un truc un peu similaire mais différent pour le match ce soir entre The Fiend et John Cena, puisque ça s'y prête complètement. Bien sûr, tu peux pas faire un show entier qu'avec des trucs comme ça. Ça aurait été impossible de tourner 6 heures de WrestleMania comme ça, même si c'est encore un peu cheapos et cheesy par certains côtés, un peu ringard, bah ça fait le côté série Z. Moi je trouvais ça très cool, ça m'a vraiment illuminé la soirée, sans que ce soit un truc formidable, mais je pense que je m'en souviendrai c'est peut-être le seul truc dont je me souviendrai de ce Night One de WrestleMania 36, c'est ce bonheur de match. Le casting était parfait, et AJ Styles contre Taker. Encore une fois, le fait de le tourner en mode série et cinéma, ça compense la mobilité réduite et les sciatiques et les arthroses du Taker, donc c'était parfait. Oui, clairement, ça rajoute à la légende du Taker. C'est un nouveau main event du Deadman là, qui revient en American Badass. Ça enclenche la transition vers du coup Mark Calloway, puisqu'il ne parle plus avec sa voix comme ça, mais il parle normalement. Voilà, il arrive sur Metallica, il repart sur Metallica, Know That We're Dead, enfin, tout était cool, quoi. Enfin, c'est exactement, moi, ce que je voulais voir dans une stipu complètement folle dingo. Encore une fois, on peut remercier, je pense, Matt Hardy et Jérémy Borash, qui avaient suivi Hardy lorsqu'il était parti de la TNA et qui avait participé à développer le Broken Universe. Matt Hardy, lui, du côté de l'Elite, mais Jérémy Borash est resté du côté de la WWE. Je pense qu'il a eu un gros rôle à jouer et une bonne expérience à apporter. Et j'espère que ce soir, Cena versus The Fiend, ça va être un truc aussi divertissant, aussi what the fuck, aussi différent et original que ça. C'était très bien pour clore le show. Dommage que on s'est tapé 2h30 avant de trucs un peu fade. Mais voilà, ce petit touche à la fin était plus que la bienvenue. Moi, j'ai vraiment tripé dessus. Ouais, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Compte tenu des circonstances. Voilà. Compte tenu des circonstances actuelles. On a eu ce qu'on attendait, pour le coup, sur cette séquence-là. C'est dommage que le reste de la soirée, ils n'aient pas fait plus d'efforts, clairement. C'est ça, on voit là qu'ils sont capables d'avoir des idées intéressantes. Et même s'il n'y a pas les moyens qui ont été mis pour ce match sur toute la carte, et on comprend pourquoi en termes de timing, en termes de ressources, en termes de ce que tu veux, mais voilà, mettez-en un peu plus, répartissez les bonnes idées et l'attention et les efforts qui sont mis là-dessus, pas seulement sur les dernières demi-heures, mais sur un peu tout le show, quoi. Pardon, vas-y. Oui, je veux dire, parce que là, contrairement à tout ce qu'on a vu avant, notamment les autres trucs bien, on va dire comme Rollins Owens, qui a peut-être été préparé depuis des mois,
Là, on sait très bien qu'on n'aurait pas du tout vu ça dans un WrestleMania classique. On aurait vu un match classique, on n'aurait pas vu cette stipu. Donc en 3 semaines, même pas, peut-être 2 semaines et demie, ils ont inventé tout ça. Respect, beau travail, et ils auraient pu faire mieux sur des segments qui avaient beaucoup moins besoin d'être tout ce qui s'est passé entre les cordes. Il suffisait d'un peu plus d'originalité, de profiter à fond de cet aspect enregistré. Ils auraient pu faire tellement plus de trucs rigolos. Donc c'est dommage, mais c'était voilà. Encore une fois, ça fait des mois, voire des années qu'une des rengaines qu'on peut avoir dans notre podcast envers et contre la WWE, c'est un souci créatif. En termes de booking, en termes de storyline, etc. Encore ce soir, on a la preuve. Ils ne sont pas impossibles, ils ne sont pas incapables de créativité, mais franchement, la plupart du temps, ils en font pas preuve. Et c'est vraiment ce qui manque. Et là, hier soir, ça pêchait au maximum. Et on voit à la fin qu'ils sont capables de faire des trucs intéressants et originaux. Mais voilà, minimum effort comme d'habitude, et c'est dommage. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire pendant longtemps, c'est-à-dire profiter d'un coup dur pour en faire une opportunité. Et faire jouer justement cette créativité là qui manque tant ces derniers mois. C'est ça qu'on aime à la WWE quand ils savent rebondir. Malheureusement, sur le reste du show, c'était pas le cas. Et par contre, on voit qu'il y avait clairement le potentiel pour faire quelque chose d'intéressant et de bien plus fun que ce qui nous a été servi. Sur Jérémy Boras, je voudrais juste dire qu'il n'a pas quitté la TNA en même temps que Matt Hardy. Lui, il est resté quand même et il a tourné des trucs qui étaient dans la veine de la finale d'Elation, mais sans les Hardy, qui ont moins cartonné, qui ont moins fait le buzz, mais qui étaient dans le même délire. Maintenant, ma grande question, c'est de savoir si c'est lui qui est derrière cette production-là ou si c'est les équipes standards de la WWE. Je suppose qu'on finira par avoir l'information. Vous la communiquera dès qu'on saura, mais effectivement, on part sur une bonne note parce que c'est avec ça que se conclut le show. Maintenant, est-ce que ça fait oublier tout ce qu'on a subi avant? Ça va être la question qu'on va se poser dans le mot de la fin, où on donne notre top, notre flop et notre note. Raph, je t'en prie. Bien écoutez, moi j'ai passé des semaines de marasme, de dépression avec tonton Chris. Nous étions absolument pour le report de WrestleMania, pour avoir un vrai show, un vrai public. Ils ont décidé, ils ont fait un autre choix, un choix différent. À partir du moment où on a su que c'était tourné, moi j'ai fait complètement mon deuil mentalement. Je me suis dit, ça sera pas un WrestleMania, c'est pas ça. Ils ont voulu, comme l'a dit Stephanie McMahon au début, continuer à nous divertir malgré la situation. Bon, ok, à la limite, il y a des intérêts financiers ou autres derrière sûrement, mais on peut comprendre le message. Voilà, on est tous confinés, on est tous malades, on vous apporte un petit peu de bonheur, c'est ce qu'a dit Gros-Con, là, Gronkowski. Voilà, oubliez le dehors et puis oubliez le vrai monde. Là, ici, c'est la fête. Donc j'attendais vraiment quelque chose de catastrophique. Du coup, peut-être que voilà, j'ai été agréablement surpris. Moi, je dois avouer, le début moyen, mais j'ai plutôt mordu au match intercontinental, par exemple. J'ai bien aimé les matchs des échelles. J'ai bien aimé Rollins et Owens. Et j'ai, comme vous l'avez compris, beaucoup aimé le main event. Donc, pour moi, au niveau du temps d'antenne et oui, dans ces circonstances-là, évidemment, je peux sanctionner l'absence de public, je peux sanctionner toutes les décisions qui ont été prises avant, mais une fois que c'est fait, pour les catcheurs et ce qu'ils ont fait entre les cordes, moi je mets 3 sur 5. Je mets quand même au-dessus de la moyenne, parce qu'ils ont fait des gros efforts. Voilà, je trouve que les derniers, en tout cas, Owens, Rollins, John Morrison, même Becky Lynch, Kofi Kingston, Daniel Bryan, bon, il y a plein de monde qui a fait des trucs sympas. Le top, c'est le main event. Clairement, il a été très très bien pensé à tous les niveaux, j'ai trouvé. Enfin, ils ont vraiment joué le truc à fond. C'est tout con, hein, mais les angles de caméra, là, quand les Aussie arrivent et qu'ils interpellent l'Undertaker, hey Deadman, là, voilà, il y a l'ambiance musicale. Enfin, voilà, j'ai bien aimé. Donc top sur ce main event. Et puis, les flops, c'est sûr que l'ambiance, l'absence de personnes fait que pour moi c'est pas WrestleMania et on peut pas dire qu'il y a de WrestleMania moment parce que je pense que ils feront
On verra si l'avenir me donne raison, mais je pense qu'ils utiliseront très très peu cette soirée-là pour les packaging vidéo et les passer des catcheurs, parce que tu peux pas te baser là-dessus. Donc pour moi, la plus grosse déception au niveau des WrestleMania Moments ratés, ça va être mon flop. C'est la prise de titre de Braun Strowman, champion universel pour la première fois d'une carrière bien sympathique dans ces conditions-là. C'est triste pour lui. Bon, il est champion, tant mieux. Mais je voulais pas voir ça comme ça. Donc ça sera ça mon flop pour en trouver un parmi tout ça. Ok. Je pense qu'on sera amené à revoir cette version du Deadman en cinématique wrestling comme on pense. C'est une bonne technique pour pallier à ses... à son arthrose. À son arthrose, voilà, exactement. Et je pense qu'ils peuvent nous faire un bon 5 ans encore de Il y a sa goutte sous cette formule. Et sa sciatique. Amiral, allez, top flop. Top, c'est sûr, c'est le bonheur de match. Hein. J'ai déjà suffisamment parlé, c'était très cool. Le flop, c'est tout ce qui concerne le titre universel, l'inexplication totale de pourquoi Strowman, pourquoi pas Reigns. Voilà, c'est vraiment impardonnable pour un. Ça aurait été un match à la con, un match sans enjeu, je dis pas. Mais là, pour le titre universel en plus, quoi. C'est vraiment impardonnable. La note, difficile. Je vais être sans concession. Je vais dire un 2, dont 1,5. consiste uniquement pour le bonheur de match, et le 0,5 c'est pour le reste, notamment le Kevin Owens et Seth Rollins. Mais ouais, voilà, si on met ça à la hauteur d'un WrestleMania, c'est en dessous de la moyenne, évidemment, quoi. Ouais. 2, 3. Tonton? Bien, je crois qu'après ce que je vais dire là, l'ensemble du peuple de Catch-Up va demander ma démission. Donc, écoutez, je prépare le papier à envoyer à El Patron. Flop, je le donne à l'équipe de production dans sa globalité. Hormis effectivement, ça rejoindra de ce que je vais dire dans ma note, hormis effectivement le travail qui a été réalisé pour le Boneyard March. J'en perds mes mots. Voilà, donc pour moi, pour moi, ouais, voilà, ouais. Pour moi, là, il y a eu vraiment un crash industriel de la part de l'équipe de production dans son ensemble. Voilà, il y a juste peut-être quelques mecs qui sont sortis les doigts du cul pour Styles versus Undertaker. Donc bon, mon top, je vais le donner à l'ensemble des catcheurs, catcheuses, caméramans, arbitres qui ont travaillé pour délivrer le show et qui ont pris des risques pour leur santé. Que même si moi j'étais dans la team reporter WrestleMania, annuler WrestleMania, bon, il a eu lieu, donc bah voilà, on y est. Donc voilà, tous ces gens-là ont mon respect absolu. Voilà, parce que je voudrais pas que les gens en m'écoutant ce soir se disent mais quel sale connard, quel vieux con, le Chris. Non. What a bitch. Quel bitch. Voilà, c'était le mot de la soirée. Quel bitch. Mais non, j'ai un respect mais total et je suis admiratif même de tous les gens qui ont bossé ce soir pour ce WrestleMania qui n'en était pas un. Non, mais même Corbin, il a le droit à mon respect ce soir. Voilà, ma note, ça va être 0,5. Je mets un 0,5, je mets un 15 points pour un 0, dans les 0,5, quoi, on va dire qu'il y a 0,15 pour le Boneyard match, 0,15 pour le Seth Rollins versus Owens, et puis le reste, ça va pour le respect que je viens de citer. Mais pour moi, c'était pas un WrestleMania, pour moi, c'était la plus grande bouse de catch ever que j'ai jamais vue de toute ma vieille vie. Et... Attends, il y a encore une soirée, hein. Il y a encore ce soir. Oui, je sais, mais là, ça peut être pire, hein, ça peut être pire. Oui, ça peut être pire. Peut-être que demain, je mettrai la bulle totale. Donc, mais en tout cas, pour aujourd'hui, ça sera un 0,5. 0,5. Bah écoute, tonton, moi je vais te rejoindre parce que ton top c'était un peu ce que j'avais prévu. Merci, mon ignoble ringside. Ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un en soutien. Tu m'en pas ma démission alors? Non. Bon. D'ailleurs, même si on reçoit des demandes, on passera au broyeur. Ouais, parce que je pense que c'est peut-être du fait qu'on est des suiveurs depuis plus longtemps et que quelque part on peut pas se satisfaire de
ce qu'ils nous proposent là, c'est-à-dire c'est pas WrestleMania du tout. Non, mais bien sûr, mais ça, il fallait en faire le deuil avant. C'est juste, c'est juste de la production. Alors, ils auraient pu virer le nom WrestleMania et puis dire c'est une soirée spéciale pour continuer à vous divertir, etc., etc. Mais là, voilà, effectivement, le flop à la production parce qu'ils ont fait aucun effort. Même le Boneyard match, je veux dire, c'est le minimum qu'ils pouvaient nous proposer. Et je veux dire, c'est pas non plus une réalisation transcendante. C'est surmonté. C'est cheapos, c'est sûr. Et c'est vraiment les deux catcheurs qui mènent la danse. L'Undertaker, il est une sacrée performance. C'est vraiment lui. Et tout au long du match, tout au long de la soirée, c'est les catcheurs qui ont fait le taf. Et ils ont bien fait le taf. Ils pouvaient pas faire mieux quasiment que ce qu'ils ont fait là. Même si on a dit qu'il y avait des botches en fin de match, à l'équipe technique de masquer ces choses-là. Et vraiment, ils ont fait aucun effort tout au long de la soirée. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une faute impardonnable sur cette soirée-là. Voilà, dans ces cas-là, on enlève le nom WrestleMania, puis on dit on pose du contenu quand même, mais on fait pas ce truc-là sans avoir fait le minimum d'efforts, parce que là, c'est vraiment, voilà, pas de décor quasiment. Hormis le Boneyard match, il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Ils n'ont pas utilisé le fait que c'était enregistré pour faire des trucs un peu novateurs. Ils ont vraiment fait minimum syndical, ils ne sont pas cassés le cul. Alors effectivement, c'est dans l'urgence et tout, c'est quand même peut-être quelque part à saluer, mais honnêtement, moi je suis pas convaincu. Et je peux pas, en tant que WrestleMania, si on doit noter un WrestleMania, là effectivement on est à 0,5 ou 1, c'est complètement nullissime, quoi. Heureusement, on l'a regardé entre amis, parce que je pense que j'aurais pas regardé en entier sinon. Surtout que je suis pas vraiment client non plus du Broken Universe et des choses comme ça. C'est vraiment pas ce que je recherche. Donc je suis quand même bien loin du compte. Pour ma part. Voilà. C'était ce magnifique. Ton flop. Mon top, mon flop. L'équipe technique en flop et puis les catcheurs en top. Très bien. Puis 1 en note ou 0,5. Voilà, c'était ce WrestleMania 36, première partie. Il y a une deuxième partie qui va arriver. Yep. Je pense qu'on fera ça demain. Deuxième nuit. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a au programme? On va récupérer l'affiche. Le kick-off. Dis-moi, Raph, tu avais quelque chose à dire? Non, je dis oui, on a eu une petite réponse à une question qu'on avait avec tonton Chris. A priori, alors c'est l'affiche dont on se fout le plus peut-être, mais le match féminin à 5, là, c'est bien un elimination match. Hein. Ah ouais. Ouais. Merci. En tout cas, j'ai vu passer ça pendant le show là sur les affiches du lendemain. Écoute, sur Wikipédia, c'est mentionné également. C'est un elimination match. Donc Bayley contre Sasha Banks, contre Lacey Evans, contre Naomi et contre Tamina. Mais avant de savourer ce magnifique affrontement pour le championnat tag team féminin de SmackDown, il y a un kick-off avec match de la soirée. Ça va être le match de la soirée, moi je le prédis. Ça, le kick-off. Le kick-off ou le championnat le kick-off. Le kick-off, ouais. Liv Morgan affronte Natalia. Ah bon? Yeah. Dream match. On aura Otis contre Dolph Ziggler pour les beaux yeux de Mandy Rose. Oh là là. Aleister Black affronte Bobby Lashley, on ne sait pas pourquoi. Edge contre Randy Orton. Last Man Standing match. Ah là, il faut qu'il fasse de la coupure pub. Hein. Il faut qu'il fasse du montage. Hein. Là, il va falloir faire du montage, effectivement. Ouais. Randy Orton a failli mettre fin à la nouvelle carrière de Edge. Et ça, on va régler les comptes dans un Last Man Standing. Dernier round debout. Championnat du monde tag team de Raw. Par équipe, donc. Les Street Profits, les champions, Angelo Dawkins, Montez Ford, affrontent Angel Garza et Austin Theory, qui a une petite promotion là, comme tout le monde était malade. Austin Theory. Nouvelle arrivée d'NXT, ancien champion de la Evolve, un homme sur lequel on mise un grand avenir. Angel Garza, vous le connaissez, fait partie de la division mexicaine de Monday Night Raw. John Cena affronte The Fiend, Bray Wyatt, dans un Firefly Funhouse match. Donc on s'attend à quelque chose à peu près similaire au Boneyard match. Ça va être du Cinematic Wrestling. Rhea Ripley, la championne de NXT, défend son titre face à Charlotte Flair. Brock Lesnar, le champion de la WWE,
défend également son titre contre Drew McIntyre, l'Écossais. Son moment de gloire, peut-être, à huis clos. Voilà ce qui nous attend pour ce soir. Et on sera là pour vous commenter tout ça. Ouais, ça va être difficile. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, du coup, pour ceux qui sont inscrits sur notre Discord, vous pourrez nous rejoindre dans le salon The Bar cette nuit pour regarder ça en live. Je suis pas sûr de faire toute la nuit, mais... si, tu dis ça maintenant, mais... Ouais, on verra. Une petite Guinness et puis ça passe. Exactement. Alors, autopromo. Alors, il faut aller écouter déjà les analyses de la semaine, hein, elles sont en ligne. SmackDown, Raw, Tonton Chris, Raph, aux manettes. Kyrias est là également. C'est pas tous les jours qu'il y a Kyrias, hein. Profitez-en. On a aussi la baston du mercredi, Tonton et l'Amiral, qui vous raconte l'affrontement fratricide entre la All Elite Wrestling et WWE NXT, hein, et EW Dynamite. Ça fait des étincelles encore cette semaine. Donc allez écouter ça. L'interview de Sturi est en ligne encore si vous ne l'avez pas entendu dans You Talk Too Much. Sturi face au Tonton. Sturi, si vous ne connaissez pas, c'est le patron du podcast de catch en France, on va dire, avec 3CFM, c'est ça le catch, et tout leur contenu, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Il vous raconte un peu sa vie, sa carrière, et son sentiment, par exemple, sur la WWE à l'heure actuelle. Allez découvrir ça, tout ça est en ligne. Pensez à vous abonner sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcasts disponibles, hein, que ce soit Spotify, iTunes et compagnie, Apple Podcast, je ne sais quoi. On est dispo partout, on est gratos. Mettez des pouces vers le haut, ça c'est très important. Hein. Si vous êtes sur YouTube, que vous nous écoutez, vous cliquez tout de suite sur le pouce vers le haut. Ça nous permet de gagner de la visibilité. Tapez la cloche comme Kevin Owens. Voilà, la cloche. Ça, c'est pour être averti dès qu'on sort un contenu. On en sort pas mal en ce moment. Tout ça, c'est gratos. Eh bien, les amis, l'Amiral, merci beaucoup d'être venu. Mais Denada, et puis à ce soir, pour ceux qui seront au bar, moi, je serai là. Toujours au bar, l'Amiral. Ouais. C'est Amiral Armbar, hein, c'est dans le nom. Hein. Ah bah oui, exactement. Raph, merci beaucoup d'être venu. Oui, ce fut un plaisir. Merci Ringside de nous avoir décrit cette longue soirée. Et puis voilà, il nous reste encore la moitié du gâteau. Ouais. Il y a encore de quoi bouffer ce soir. Ouais. Tonton, hein, tu tiens le choc? Ça ira? Ouais, merci à toi Ringside d'avoir été un host de qualité comme tu sais faire. Et puis voilà, j'en profite juste pour faire un petit big up à Margot et Nathan, mes grands enfants. Voilà, je sais qu'ils m'écoutent spécialement sur ce truc-là aujourd'hui. Et Chris Junior. Oui, yeah. Donc là, ça doit être un peu la panique. Ils doivent se dire oulala, mais papa, ça y est, il est en mode pétage de câble intégral. Il a bouffé une plaquette entière de Lexomil. Il va bien, les enfants. On le surveille. Mais ça va. La team catch-up prend soin de moi. J'aurais dit juste démission au cas où. Non, c'est un rôle qu'il joue. Hein. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le kéfeb dans le métier. Voilà. Eh ben, on espère que ça vous a plu, hein, que vous avez autant apprécié de nous écouter que nous à faire l'émission. Et on ne rigole pas au fond. Pardon. Ça vient du cœur, ce que je dis. Voilà, puis on se retrouve très bientôt pour l'analyse de WrestleMania. Qu'est-ce qu'on peut se dire? À demain, si Dieu le veut. Ciao, ouais. le catch. Bonne soirée à tous. Ciao. Salut. Salut les gars. Salut peuple de catch-up. Merde.